Bonjour, alors bienvenue à cette formation continue sur l'adhésion au traitement. Je vais vous présenter une pratique centrée sur le patient. Alors, on va essayer de se donner tous les outils qu'il faut pour rencontrer cet objectif-là. Alors, je suis Marc Parent, je suis pharmacien au CHU de Québec. Je pratique principalement à la clinique des maladies vasculaires et je suis professeur agrégé de clinique à la faculté de pharmacie de l'Université Laval. Je vous sors cette petite citation-là qui est amusante. Hein? On dit « Gardez l'œil ouvert sur la faute des patients qui les font souvent mentir sur leur respect des choses prescrites. Pour ne pas boire des breuvages désagréables, des purgatifs ou autres, ils meurent parfois. » C'est pas mal ça, la non-observance et le problème de la relation de confiance qu'on peut parfois avoir avec eux. Cette citation-là, elle vient d'Hippocrate, 460 à 370 avant Jésus-Christ. Alors, vous voyez que ce qu'on se parle aujourd'hui, c'est vraiment rien de neuf. Alors, ensemble, on va essayer de définir les concepts de la non-adhésion puis des concepts apparentés. On va essayer de décrire la problématique de l'adhésion au traitement au Québec, dans le monde et en général, et de voir son impact sur la santé. On va essayer de se donner des outils pour bien déceler l'adhésion au traitement chez nos patients et enfin de choisir et de se servir de stratégies qui vont nous aider à rendre nos patients plus observants au traitement qu'on leur prescrit. Alors, il y a plusieurs raisons en hypertension pour qu'un traitement ne fonctionne pas ou que les tensions ne soient pas aux cibles. On peut avoir d'abord des mesures de pression inexactes. On peut avoir des schémas thérapeutiques sous-optimaux. On peut avoir une dose trop faible ou une association moins appropriée d'antihypertenseurs. Mais on peut avoir un manque d'observance thérapeutique. On peut avoir un patient qui a une mauvaise alimentation, principalement trop chargée en sel, un manque d'activité physique ou une prise inappropriée de médicaments. Alors, c'est à ces principaux points-là qu'on va s'attarder aujourd'hui. Vous allez en voir l'importance. On n'oublie pas que l'hypertension, c'est une maladie chronique dont la prévalence est en augmentation et aux dernières données, on avait plus de 30 de la population qui souffrirait d'hypertension. Et le risque de développer de l'hypertension à vie, c'est 95 Alors, ça peut toucher un nombre extrêmement important de patients. Et on sait qu'on a plein de patients qui sont diagnostiqués et non traités, et des patients diagnostiqués sont traités, mais n'atteignent pas les cibles qu'on veut atteindre chez eux, surtout qu'au fil des années, nos cibles de traitement évoluent. Alors, on sait que le succès de la thérapie antihypertensive, en fait, ça repose sur deux variables importantes. La première de ces variables-là, c'est bien sûr de choisir le bon médicament à la bonne dose. Et la deuxième chose, bien sûr, il faut que le patient prenne le médicament. Une pilule dans le pot n'a aucune chance de donner un effet chez nos patients. On va regarder ensemble quelques définitions pour essayer de se démêler. Alors, l'acceptation, c'est probablement la première étape. C'est la première action concertée que le patient va nous témoigner d'accepter le traitement qu'on lui propose en faisant remplir ses ordonnances ou en achetant un tensiomètre. La deuxième étape, c'est l'étape de l'observance ou de l'adhésion. Moi, c'est des termes que je vais utiliser de façon interchangeable. On peut parler aussi de fidélité ou de concordance. Il faut quand même savoir que la compliance et même l'adhérence selon certains auteurs, c'est un anglicisme. Mais à toute fin pratique, c'est le degré de concordance, c'est-à-dire le match qu'il peut y avoir entre le comportement du patient et le plan de traitement qui a été prévu, qu'on peut mesurer notamment par le pourcentage des doses prises, mais on va revoir en cours de présentation que ça peut être un peu plus détaillé que ça. Évidemment, ce qu'on va voir, c'est que cette situation d'observance ou d'adhésion, elle peut évoluer dans le temps. Donc, ce n'est pas une situation fixe. Une fois qu'on l'a réglé, ça ne veut pas dire que c'est réglé pour toujours. Puis si on n'en observe pas, ça ne veut pas dire que le patient sera observant pour toujours. Et ce qui est fascinant, c'est que chez un même patient, ça peut toucher un ou plusieurs des médicaments qu'il prend chez le même patient. Donc, en fait, ce n'est pas un patient qui est observant ou non, c'est vraiment l'association patient et un médicament en particulier qui peut poser problème. La notion de persistance, elle, c'est la notion qui est en fait l'idée que le patient continue dans le temps à prendre son médicament. Alors, c'est dichotomique. Il prend ou il ne prend plus. Alors que l'observance, ça peut être un pourcentage. Il prend une dose sur deux, une dose sur quatre, ou il prend ses doses du lundi au vendredi, mais il ne prend pas les samedis ou le dimanche. Alors, c'est cette distinction-là qu'on fait dans le terme observance et le terme persistance. Alors, la non-observance, elle peut aussi être non volontaire. Ça peut être, le patient ne s'en rend pas compte. C'est un oubli, la difficulté à introduire la prise du médicament dans sa routine de vie. Elle peut aussi être volontaire, c'est-à-dire que le patient décide de ne pas prendre le médicament. Cette décision-là, elle est basée souvent sur son expérience.
On peut définir aussi une non-observance primaire. Le patient ne fait jamais remplir la prescription qu'on lui donne. Et aussi, elle peut être secondaire, donc après qu'un patient ait amorcé un traitement qui lui a été prescrit. On assume en général que 100% des patients hospitalisés prennent leurs médicaments comme il faut. Il peut y avoir bien sûr certaines omissions, erreurs, problèmes temporels, etc. Mais grosso modo, on assume que c'est ça parce que c'est un professionnel responsable qui lui administre. Ce n'est pas tout à fait vrai chez un patient ambulatoire qui a une maladie symptomatique où là, on assume que c'est à peu près 70% des patients qui seront observants. Et lorsqu'on a une maladie asymptomatique, quand il n'y a aucun symptôme qui rappelle au patient qu'il y a quelque chose à traiter, et là, on tombe à 50%. Et d'ailleurs, l'OMS, dans un travail qui fait encore force de loi aujourd'hui, publié en 2003, l'OMS avait présenté que 50% des patients étaient observants dans les pays développés. Alors, le corollaire, bien sûr, c'est que 50% des patients sont non observants. Donc, un patient sur deux ne prendrait pas ces médicaments. C'est presque impossible à concevoir. On a l'impression qu'il y a quelques-uns de nos patients qui ne sont pas observants, mais dans les faits, il peut y avoir beaucoup plus de patients qui sont non observants. Si on regarde la non-observance primaire, donc la décision de ne pas faire remplir une prescription, alors il y a des études crédibles qui ont été faites, notamment avec des prescripteurs électroniques. On a la preuve que l'ordonnance a été émise, qu'elle s'est rendue à la pharmacie, mais elle ne sera jamais remplie. Mais si on regarde ça dans plusieurs études et dans des méta-analyses, c'est à peu près 15% des prescriptions écrites qui ne sont pas remplies par les patients. Et dans le domaine particulier des antihypertenseurs, on parle d'environ 12,4%. Donc, probablement quelque part entre 10 et 15% des ordonnances qui ne sont jamais remplies. Ça peut évidemment changer selon les systèmes de santé et la couverture d'assurance notamment. Il y a plusieurs, je vous ai dit que l'adhésion au traitement ou l'observance, ça peut être un paquet d'affaires différentes. Alors, quand on le définit, quand je vous disais l'observance, ça peut être des doses, 25% des doses pas prises, ça peut être certains jours de la semaine. Alors, on peut le définir selon la proportion des doses prises, la proportion des doses prises au moment approprié. Alors, ça, c'est encore un peu plus serré. Ça peut être la proportion des jours avec une prise appropriée ou des intervalles de temps entre des vacances que le patient prend, donc des omissions temporaires. Alors, c'est important de bien savoir à quoi on se réfère quand on parle d'observance. Et je vous ai donc dit que le pire des scénarios, c'était les maladies asymptomatiques. Il ne faut jamais oublier que l'hypertension est une maladie asymptomatique. Les patients se sentent essentiellement bien et c'est difficile de se convaincre qu'on a à prendre 1, 2, 3, 4, 5 médicaments pour traiter une maladie qui ne nous rend pas malade au sens qu'on ne le sent pas. Alors, la persistance, c'est quand on dit que ça va baisser avec le temps. Cette diapo-là est extrêmement intéressante parce qu'on voit une diminution progressive. Ça, c'est chez des patients nouvellement diagnostiqués avec hypertension. Et on voit dans le fond qu'il y a deux étapes. On voit une diminution extrêmement rapide au début, avec ensuite une pente qui reste toujours diminuée avec le temps. Alors, cette échelle-là est en années. Si on regarde chez des patients qui sont diagnostiqués, donc on va au-delà de cette période-là, bien, on voit encore une pente qui diminue tout le temps. Alors, je vous disais que c'est une situation qui n'est pas fixe dans le temps, c'est une illustration extrêmement intéressante et toujours vraie. Donc, l'observance, c'est un phénomène qui diminue presque tout le temps. L'humain, on le dit souvent, c'est un animal paresseux. Alors, avec la paresse, on vient qu'on abandonne au cours du temps plusieurs de nos traitements. Donc, il faut toujours réévaluer l'observance parce que l'observance, elle, évolue toujours. On va regarder un peu plus en détail ces choses-là. Alors, quand on regarde les patients nouvellement diagnostiqués, c'est surtout la période des 3 premiers mois qui va se passer des choses, hein, cette pente beaucoup plus abrupte qu'on a vue. Pourquoi? Parce que la prise du médicament, elle n'est pas intégrée aux habitudes du patient. Les patients qui commencent un traitement, ils font une expérience, font un test. Ils font un test sur l'efficacité, ils vont se sentir mieux. Puis, ils vont aussi vivre certains effets secondaires et ils vont voir la balance, c'est-tu bon pour eux autres? Et c'est là qu'on voit que la persistance, bien, elle tombe à 78% à 1 an et autour de 50% à 5 ans. Et comme je vous ai dit, les patients déjà sous traitement, bien, on a cette baisse qui nous amène vers 50%, mais avec une pente un peu plus lente, parce que ceux qui ont pris une décision qui n'était pas pour eux autres l'ont fait plus tôt dans leur histoire. Donc, en perspective, quand on remarque un patient avec cette tendance-là qu'on connaît, quand on voit qu'un patient, son hypertension, on en perd le contrôle, bien, il ne faut pas oublier, quand on est clinicien auprès de ces patients-là,
qu'il y a peut-être plus de chances que sa pression ne soit pas contrôlée parce qu'il a abandonné son traitement que parce que le traitement n'a pas été efficace. Alors ça, c'est une première des choses qui devrait nous obséder comme cliniciens, cette perte d'observance qui peut être la cause de la perte de contrôle ou l'absence d'atteinte de contrôle du traitement antihypertenseur. Je vous ai dit que c'est un phénomène évolutif en hypertension. Cette diapo-là est simplement pour vous illustrer. Vous avez des courbes qui sont à peu près parallèles. C'est vrai pour les antihypertenseurs qui est la ligne du haut, mais c'est vrai aussi avec les statines dans le traitement de l'hypercholestérolémie. C'est vrai pour les antiplaquettaires et c'est vrai pour les anticoagulants. Donc, les humains réagissent toujours de la même façon avec, bien sûr, un certain nombre de variations. C'est quoi l'observance acceptable? Alors, des fois, on pense que c'est 100 c'est peut-être un petit peu excessif. Un bon patient, c'est quelqu'un qui, on a convenu, prenait plus de 80 de ses doses. C'est quoi la source de ça? En fait, ce n'est pas grand-chose. C'est un consensus d'experts et c'est ça qu'on a testé par après dans la littérature. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est déjà qu'on tombe en bas de 80 bien évidemment, en bas de 80 on a du 78, mais on a du 10 puis on a du 0. Mais quand on a moins de 80 d'observance en hypertension, on double le risque d'hospitalisation pour un problème cardiovasculaire. Donc, ce cut-off-là, quand même, quand on vient le valider, il y a des impacts cliniques significatifs. Quand on regarde en hypertension directement, le pourcentage de contrôle de la tension artérielle systolique, quand on prend plus de 80 des doses, on a 82,8 de contrôle, puis quand on prend moins de 80 des doses, on tombe à 60 de contrôle. Si on a une observance à moins de 80 avec des bêta-bloqueurs, qui ont réputé cardioprotecteurs, mais on pourrait en discuter aussi, on quadruple le risque d'événements coronariens. Donc, encore une fois, un impact extrêmement important. Alors, en résumé, quand on a un problème de non-observance avec moins de 80 des doses, on augmente le risque d'hypertension non contrôlée, bien sûr, on augmente le risque de crise hypertensive. On a démontré aussi qu'on augmentait la rigidité artérielle, on augmente le risque d'hypertrophie du ventricule gauche, le risque de néphropathie et le risque d'hospitalisation, donc des impacts extrêmement significatifs qui ont un coût aussi pour le système de santé. Alors donc, on s'était dit, et c'est reconnu même par l'OMS, que le taux d'observance après un an en hypertension tombe sous les 50 Et on sait aussi, quand on prend tous les morceaux du puzzle, que le contrôle de l'hypertension chez les patients traités, il peut être de 20 à 50 selon les pays et les époques. Encore une fois, je vous ai dit, le diable est parfois dans les détails. La non-observance partielle, donc des gens qui prennent certaines doses, en omettent certaines autres, c'est 26 et une non-observance complète, donc des gens qui abandonnent, peuvent aller jusqu'à 14 des patients. Donc, c'est quand même des valeurs qui ne sont pas négligeables dans le traitement de l'hypertension. Si on regarde d'autres mesures d'impact de l'amélioration, alors prenons l'exemple du diabète et de l'hypertension, mais plongeons dans l'hypertension. Si les taux d'observance augmentent, on a ici différentes strates à peu près par groupe de 20. Alors, on voit que les coûts des soins médicaux peuvent être relativement variables, mais on voit surtout à la dernière colonne que le risque d'hospitalisation est globalement en augmentation, en diminution, lorsque le taux d'observance s'améliore. On va essayer de voir au Québec si on a des données. Alors, oui, on a des données. Et en hypertension, on a l'étude qui a été faite à l'Université de Montréal où on a remarqué que lorsque l'observance est de moins de 80 le risque de maladie cardiovasculaire sur 3 ans était statistiquement significatif, augmenté de 7 le risque de maladie cérébrovasculaire de 13 et le risque d'insuffisance cardiaque de 42 Donc, des impacts extrêmement importants qui, au moment de cette étude-là, en 2010, donc en dollars de 2010, représentaient des coûts augmentés de 3 574 donc des coûts, encore une fois, extrêmement significatifs. On parle d'hypertension, mais juste pour vous donner une idée, la maladie que les gens ont, c'est une mauvaise nouvelle, une maladie chez un patient, et ça peut influencer leur perception. Alors, les taux d'observance, quand on a une dyslipidémie, varient entre 27 et 92 varient avec le temps aussi. En hypertension, à peu près le même ordre de grandeur. Dans l'asthme, on a 80 d'observance. Ça a l'air étonnant. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans l'asthme, on a une sous-consommation des corticostéroïdes inhalés, puis une surconsommation des bronchodilatateurs parce que les patients voient l'effet, ils sentent l'effet. Donc, ce 80 %-là, il est un peu truqué. Mais vous voyez déjà derrière ces chiffres-là l'impact qu'a la maladie, la perception de la maladie qu'a le patient et son comportement par rapport à la prise de médicaments.
En arthrite, en diabète, en épilepsie, ce sont des données à peu près comparables. On flirte toujours avec notre fameux chiffre de 50 %, mais on n'a aucune maladie qui a un taux d'observance de plus de 80 % comme seul critère quand on regarde ça. Si on regarde d'autres études québécoises, alors on a des études qui ont été faites avec les corticostéroïdes inhalés avec un 19 à 52 %. En insuffisance cardiaque, aussi étonnant que ça puisse paraître, une observance autour de 50 %. La prise de fer, préarthroplastie de la hanche, qui est quand même un traitement de courte durée, 67 %. Avec les antidiabétiques oraux, on a une persistance à 65 % avec la metformine, 56 % avec la sulfonylurée, principalement en raison d'effets indésirables. Avec la niacine qui est mal tolérée, on a aussi des taux d'observance qui sont autour de 60 %, une persistance qui est de 36 %, donc on a beaucoup d'abandon, mais on sait qu'il y a beaucoup d'effets indésirables. Et le délai moyen avant l'arrêt, il est toujours dans les 3 premiers mois où le patient vit son expérience avec les médicaments. Alors, c'est vrai aussi dans l'hypertension, mais vous voyez qu'on a un portrait global qui, dans le fond, caractérise l'humain, le patient et sa relation avec la maladie et son traitement. La plus grosse étude qui a été faite pour évaluer les coûts a été faite en Angleterre et on a démontré que les coûts directs dus à la non-persistance, c'était jusqu'à 76 millions de livres. Alors, c'est des données de 2011 qui étaient attribuées à l'hypertension, c'est extrêmement importante. Aux États-Unis, les conséquences économiques, toutes catégories confondues, en 2011, on estimait ça à 290 milliards et c'est des coûts qu'on ne peut généralement pas récupérer. Donc, ça coûte cher que les patients ne prennent pas les médicaments comme il faut parce qu'ils ne vont pas chercher tout le bénéfice qui est attaché à la prise du médicament. J'espère que je vous ai convaincu qu'il y a un problème avec la prise des médicaments et nos patients. La non-observance, c'est réel et on la sous-estime parce qu'on ne pense jamais que nos patients sont si mauvais que les chiffres qu'il y a là. Et ça réduit l'impact des médicaments, autant au niveau de leur efficacité, qui est bien démontré dans les études cliniques, avec des taux d'observance qui atteignent rarement 100 %, oubliez-le pas. Et quand dans la vraie vie, c'est là qu'on parle de l'efficience et là, il faut faire avec la prise que les patients font des médicaments qu'on leur donne. Alors, mais pourquoi ils ne prennent pas les pilules? C'est pourtant un bon traitement, puis ça les protège. C'est pourtant si simple de prendre rien qu'une petite pilule. C'est plus compliqué que de prendre rien qu'une petite pilule. Les causes de non-observance, la cause la plus importante, en rouge ici, c'est la peur des effets secondaires. Pas nécessairement le fait d'avoir des effets secondaires, la peur d'en avoir, mais ça peut aussi être les effets secondaires. Les patients qui se sentent mieux, qui arrêtent les traitements, je me sens mieux, j'en ai pas besoin. En hypertension, c'est truqué parce qu'évidemment, on a dit que ce n'était pas symptomatique. 10 % l'influence extérieure et finalement, les coûts trop élevés, la confusion ou simplement la croyance que le médicament n'aidera pas. Alors donc, c'est un changement de comportement, prendre un médicament, c'est pas facile, ça implique plusieurs variables, donc ça implique la capacité du patient à changer son comportement par rapport à la santé. C'est une notion qui est fatigante un peu, puis qui est peu connue et certainement peu appliquée en santé. On ne s'est pas beaucoup cassé la tête avec ça. Mais donc, la capacité d'un patient à prendre son médicament, c'est un changement de comportement qu'il faut supporter. Puis les changements de comportement, c'est une décision que le monde prend. Là. À partir d'un certain âge, on prend nos décisions pour nous autres mêmes. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Mais c'est vrai pour nos patients adultes qui n'aiment pas toujours se faire dire quoi faire, puis qui n'aiment surtout pas apprendre qu'ils sont malades, que leur garantie est finie. On prend l'exemple du tabagisme. Vous devriez arrêter de fumer. M'arrêter de fumer quand je vais être prêt. Et c'est un peu l'exemple extrême, mais cette vérité-là s'applique aussi pour la prise des médicaments. En fait, personne ne choisit le moment ou la maladie qu'il a. Et quand on est content de leur dire, on a trouvé ce que vous avez, voici votre diagnostic, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est un traitement médicamenteux, pour le patient, c'est 2 mauvaises nouvelles. 1, je suis malade. 2, j'ai besoin de prendre des médicaments. Alors, il faut se mettre dans leur peau une seconde pour comprendre que ce n'est pas si simple que ça, puis ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle qu'on va intégrer facilement dans nos vies. Quand même, plus le changement qu'on leur demande est simple, plus ça va être facile de le faire. Plus c'est compliqué qu'on a toutes nos consignes d'habitudes de vie saine, d'alimentation, de médicaments, ça devient un gros changement dans la vie des patients et une grande difficulté à appliquer. Alors, il faut aller voir donc qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça pour bien comprendre nos patients et pour pouvoir mieux les aider. Alors, il y a 3 grandes variables.
le savoir, le vouloir et le pouvoir. On va essayer d'aller fouiller dans ces 3 sacs-là qui vont nous permettre d'expliquer et de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous allez me dire, oui, mais les oublis, là, le patient dit, j'oublie mes pilules. Alors, on va en reparler tout au cours de la présentation, mais des oublis, bien sûr, ça arrive. Mais méfiez-vous des patients qui oublient. Des fois, ça cache d'autres choses. L'oubli bête, ça existe, mais ça peut aussi cacher d'autres choses. Alors, regardons au niveau du savoir, les connaissances que le patient peut avoir. Ça, on n'est pas pire là-dessus. On donne beaucoup d'informations, des enseignements, des conseils, des cours, des prescriptions, des documents. On leur donne beaucoup d'informations. Ce partage d'informations-là devrait se faire sur la maladie, sur les complications de la maladie, sur le médicament, le traitement qu'on leur propose. Le médicament, il faut leur dire comment le prendre, les bénéfices qu'ils vont en retirer, surtout si la maladie est symptomatique et qu'on ne s'attend pas qu'il y ait d'amélioration de symptômes. La durée du traitement, c'est étonnant comment est-ce que les patients, et les études le démontrent bien, qu'ils ne savent pas la durée de traitement, ils ne savent pas si la prescription est renouvelable. Des fois, quand le pot est vide, ça se termine là. Alors, il faut leur dire la durée du traitement, et dans le cas de l'hypertension, c'est bien plus souvent qu'autrement à vie. Mais donner de l'information, c'est souvent insuffisant. Le fait de savoir ne permet pas de faire. Alors, ça, c'est un élément important. Donc, il faut rajouter d'autres variables. Alors, dans l'hypertension, si on regarde ça en particulier, l'hypertension, c'est difficile à identifier, puis c'est asymptomatique. Les indices chez nos patients sont difficiles à trouver, mais bien souvent, vous allez réaliser qu'ils ne savent pas ce que c'est l'hypertension. Ils ne connaissent pas les complications liées à l'hypertension. Ils ne connaissent pas toujours leur tension artérielle cible et encore moins souvent leur tension artérielle personnelle. Ils ne savent pas pourquoi on les traite. Hein. Ce n'est pas juste pour faire un beau chiffre, c'est pour les empêcher d'avoir des complications. Et ils ont souvent une certaine indifférence face à la connaissance du traitement, avec en plus le fait qu'ils ne se sentent pas malades. Une chose qui peut nous aider à comprendre la position de nos patients par rapport notamment au savoir, mais à plein d'autres variables, c'est le modèle des stades de changement. Le modèle des stades de changement ou le modèle de Prochaska est pour moi un guide extrêmement intéressant pour comprendre nos patients et surtout pour par la suite avoir une action adaptée. Alors, ça a été validé dans 2 domaines, dans l'arrêt tabagique, mais aussi dans l'observance au traitement. Alors, je vais vous présenter le scénario le plus excessif pour comprendre les étapes que nos patients passent, qui est celui de l'arrêt tabagique, parce que c'est plus lent, mais la prise de médicaments suit le même pattern. Alors, nos patients passent par 5 stades. Le premier stade, c'est la pré-réflexion, où la personne ne pense pas à faire le changement qu'on leur propose. La deuxième étape, c'est la réflexion. La personne y pense, elle est en train de se faire une idée. C'est à cette étape-là qu'ils sont ouverts à l'information, pas à la précédente. La troisième étape, c'est la préparation. Ils vont se préparer concrètement à changer. Ça, c'est les petits trucs pratico-pratiques. La quatrième étape, c'est l'action. C'est qu'ils vont s'essayer à faire ce qu'on leur demande. Et là, ensuite, c'est la phase de maintien où le changement est intégré puis ça se fait de façon automatique. Ces étapes-là ont l'air très simples, très linéaires, mais parfois, en pratique, il y a des sorties temporaires. C'est-à-dire que les patients, ils ne progressent pas de façon linéaire. Et des fois, pire que ça, il y a des rechutes, ils abandonnent. On va revoir ces 5 étapes-là. Alors, la pré-réflexion, qui est la première étape, le patient n'est pas informé, puis il ne veut pas le savoir. Il ne changera pas son comportement à court terme parce qu'il ne veut pas rien savoir. En cessation tabagique, cette étape-là peut durer jusqu'à 6 mois. Pour les médicaments, ça peut être plus rapide. Et dans ce cas-là, la pire stratégie, c'est d'essayer de les convaincre. Et on les convainc avec ce qu'on a de meilleur, des arguments scientifiques. Ça ne marchera pas. La meilleure stratégie, c'est l'écoute, l'empathie, identifier les barrières puis attirer leur attention sur des bénéfices. En un mot, il faut s'adresser à l'autre hémisphère du cerveau, pas l'hémisphère intelligent qui entend les arguments, c'est l'hémisphère émotif. Alors, l'indice pour savoir si un patient est là, c'est le oui, mais. Quand vous dites au patient, si vous prenez vos médicaments pour la pression, ça va vous protéger contre, par exemple, une crise cardiaque. Oui, mais dans ma famille, il n'y en a pas. Quand vous entendez ce oui, mais là, qu'est-ce que le patient est en train de faire? Il est en train de sortir ses arguments à lui pour vous convaincre qu'il n'y a pas besoin de changer. Dans ce temps-là, il faut arrêter d'argumenter. Il faut s'adresser à l'atmosphère intelligente avec de l'empathie, à l'hémisphère sensible avec de l'empathie et lui dire
ça m'inquiète beaucoup si vous ne prenez pas le médicament parce que j'ai peur qu'il vous arrive quelque chose. Vous avez remarqué les deux mots que j'ai entendus? Inquiéter et peur, des émotions. Et moi, quand j'utilise cette stratégie-là, c'est fascinant. Parce que des patients que ça fait 2, 3 oui, mais qui m'envoient, puis je leur dis ma petite phrase comme ça, puis là, ils me regardent et disent ah oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ils posent une question pour avoir de l'information et donc, ils passent à l'étape de la réflexion où ils sont ouverts à l'information. Je les vois faire dans ma face. C'est vraiment fascinant. Alors, il faut arrêter d'argumenter parce que ça nous amène dans une série de oui, mais pour juste leur dire ça m'inquiète. Et s'ils n'ouvrent pas la porte comme je vous l'ai décrit, ne perdez pas votre temps, donnez-leur un rendez-vous de suivi. Et c'est ça qui fait qu'on est moins frustré avec nos pseudo-mauvais patients. Alors, quand on comprend comment le cerveau de nos patients fonctionne, notre stratégie peut être adaptée et va être beaucoup plus efficace. Alors, quand ils sont ouverts à l'information, bien, ils vont penser à essayer quelque chose à court terme et c'est le bon moment de leur donner l'information, toujours avec un peu de support émotif. La préparation, c'est le patient où il va se préparer à essayer un nouveau comportement, mais dans le pratico-pratique, dans le concret. C'est là qu'il faut leur présenter des mini-buts, les encourager et leur donner des trucs. Hein? Est-ce qu'une dosette, ça pourrait vous aider? Où allez-vous garder vos pots de pilules? Qu'est-ce que vous pensez qui va vous y faire penser? Des détails comme ça. On va reparler hein, quand on dit à nos patients, des fois, bien, vous prendrez ça le soir en vous brossant les dents. On va reparler de cet exemple-là tout à l'heure, mais c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire, les aider à se préparer. La décision est prise. Maintenant, on est dans le comment je vais faire. Alors, le patient va se préparer à abandonner ses anciennes habitudes, même s'ils ne sont pas en lien avec les médicaments, il faut qu'il fasse de la place pour ça dans sa vie, et c'est ça qu'il va travailler à faire. L'action, bien, il s'essaye, il va prendre des actions concrètes, mais c'est un effort de volonté, c'est un effort conscient. Alors, il faut qu'il fasse l'effort. Ah, il faut que je prenne ma pilule, c'est l'heure. Ce n'est pas automatique. Alors, il faut qu'il contrôle tout ce qui se passe autour de lui, qu'il l'incite ou ne l'incite pas à le faire. S'il réussit à le faire, si vous avez un patient qui est en action et qui dit « je travaille fort », bien, il faut lui renforcer ses comportements positifs en disant bien, « vous avez réussi 5 jours sur 7 la semaine passée, c'est bon. Prochaine semaine, on va se rendre à 6 sur 7, puis la semaine d'après à 7 sur 7. » Donc, renforcer les bons comportements avec le support émotif et de bons conseils. On souhaite que tous nos patients se rendent à l'étape suivante, qui est l'étape du maintien, où il a maintenu le comportement pendant au moins 6 mois, c'est devenu automatique. Je vous ai dit, la pente descend tout le temps, ce n'est pas parce qu'il est en maintien que la partie est gagnée. Il faut toujours les encourager pour prévenir les rechutes. Il faut toujours garder la porte ouverte et leur dire s'il y a quoi que ce soit, si vous avez de la misère, vous avez des doutes, vous avez des questions, des effets secondaires, je suis toujours là pour vous aider. Et garder cette porte ouverte-là maintient le lien de confiance qui fait que vous allez pouvoir intervenir en temps opportun. Quand il y a des rechutes, bien, une rechute, c'est plate, mais ça fait partie du processus. Et ce n'est surtout pas un échec en soi. Le patient va apprendre quelque chose. Il y a une raison pourquoi il a rechuté. Et si on prend 30 secondes pour comprendre cette raison-là, le patient va être beaucoup plus efficace à prendre ça. Alors, on peut même le dire, hein, ça se peut que vous ayez des problèmes à le prendre régulièrement. Si ça arrive, je comprends ça, venez m'en parler. Au lieu de les chicaner, un support empathique est une bien meilleure stratégie pour les aider à prendre leurs médicaments. C'est donc une occasion d'apprentissage. Et ils ont besoin de support. Un patient qui ne prend pas ses pilules, ce n'est pas un patient qui a besoin de se faire chicaner et de se faire dire si vous ne faites pas ce que je vous dis, ça ne vaut pas la peine que vous veniez me voir. C'est un patient qui dit je ne suis pas capable tout seul. C'est ça le message qu'il faut entendre. L'exemple que je vous donne souvent, c'est un patient qui aurait des pompes de Ventolin pour une crise d'asthme et qui en abuse. Mais on peut bien lui dire ça n'a pas de bon sens la quantité de Ventolin que tu prends, mais ce patient-là est en train de nous passer un sacré message. Il est en train de nous dire qu'il étouffe. Et c'est ça qu'il faut entendre comme message. C'est pareil pour l'observance. Alors, la rechute peut arriver à n'importe quelle étape, donc il faut y faire attention. Alors, c'est pour ça que le succès du patient, c'est le succès de l'équipe. Et la qualité de la relation qu'on a avec lui en comprenant ce qui se passe dans sa vie va nous aider à mieux les supporter, à mieux communiquer. Et il faut inclure le patient là-dedans pour toujours garder la relation de confiance avec lui. Alors donc, il faut lui donner des informations dans la section du savoir. Idéalement, il devrait connaître les raisons qui justifient son traitement hypertenseur. Il devrait connaître qu'est-ce qu'il va ressentir, s'il ressent quelque chose, le quoi et le quand, comment prendre les médicaments, à quel moment de la journée idéalement, à quel intervalle. Et
idéalement, ce moment-là devrait être déterminé par le patient. Je vous donne un exemple très simple. Une pilule qui se prend 3 fois par jour, on dit vous prendrez ça 3 fois par jour au repas. Une question. Êtes-vous convaincu que tous vos patients prennent 3 repas par jour? Vous serez étonné, mais il y a une grande partie de la population qui ne déjeune pas, par exemple. Donc, les repas, c'est un bon élément synchronisant pour synchroniser la prise du médicament si on prend 3 repas. Si on en prend 2, il faut faire avec. Alors, il faut connaître la vie du patient, ce qu'on ne sait pas. Alors, ces petits trucs-là, on peut les proposer, mais il faut s'assurer que le patient, ça concorde avec sa vie pour que ce soit un bon truc. Sinon, ça devient un mauvais truc ou juste un truc pas clair. Alors, préciser la durée du traitement et le nombre de renouvellements. C'est quoi les effets secondaires qui peuvent arriver, le risque que ça arrive, puis surtout, quoi faire quand ça arrive. Parce que les patients, ils n'ont peut-être pas de connaissances sur les médicaments et le traitement de l'hypertension, mais ils ont leur gros bon sens. Je prends une pilule, puis je me sens mal. Je prends une demi-pilule, je me sens mieux. J'ai réglé mon problème, mais pas la pression, par exemple. Alors donc, il faut vraiment aviser quoi faire et garder toujours un canal de communication pour que le patient soit responsable de sa santé. Responsable de sa santé, c'est-à-dire qu'il fait le bout de chemin qui y appartient, puis qu'il nous donne des outils pour qu'on fasse un petit bout avec lui pour que ça aille mieux. Alors, il faut lui faire prendre des décisions plutôt que lui dire quoi faire, comme on aimerait bien qu'on fasse avec nous d'ailleurs, se faire dire quoi faire. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'entre vous qui aimaient ça beaucoup. On peut aussi lui suggérer de faire une automesure de sa tension artérielle ou de son diabète, parce que ça arrive chez 30 du monde qui ont les deux maladies ensemble. Donc, ça permet de les responsabiliser, de les garder impliqués, puis de voir les bénéfices. On va en reparler. Fait que quand on donne ces informations, on fait de la prévention. On n'a rien réglé encore. On souhaite juste que ça marche. Mais donc, le paradigme dans le savoir, c'est que supporter l'observance, on utilise nos connaissances et nos compétences pour supporter un patient, pas juste à prendre des pilules, mais à changer un comportement. C'est pas juste y domper des connaissances dans l'espoir que le patient va savoir quoi faire avec. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça ne peut pas être un monologue où le pharmacien ou le médecin ou l'infirmière ne fait qu'exposer ses connaissances. Nous autres, on le sait. Le patient va savoir qu'on le sait, mais l'important, c'est que le patient sache ce qu'il y a à savoir et surtout qu'il sache quoi faire avec. Ça nous amène à la deuxième variable. Si on se dit que savoir, ce n'est pas suffisant, à ce temps, il faut vouloir, la motivation d'une certaine façon. Un patient, il peut bien vouloir, mais il a ses croyances et il a ses peurs. Vous avez déjà entendu des patients dire « Oh, moi, des médicaments, je ne prends pas ça, c'est du chimique. » Ah, ben, c'est un patient qui pense que c'est du chimique, il va s'empoisonner avec ce qu'on lui donne. C'est pas le fun à entendre, mais c'est du monde qui vit avec ça et ça explique une partie de leurs problèmes. Le vouloir aussi, ça peut être une question de relation de confiance. On est beaucoup d'intervenants auprès de nos patients, plein de bonne volonté, mais il y a un médecin ou plusieurs médecins, un ou plusieurs pharmaciens, une ou plusieurs infirmières, le tout pogné dans le système de santé dans lequel le patient essaye de se dépatouiller. Il faut surtout qu'on s'arrange tout le monde ensemble pour dire la même affaire, parce que s'il y a des différences pour un patient, là, vous voyez que tout de suite la relation de confiance peut être mise en péril et le patient il va chercher à qui il a l'air de faire le plus confiance. Alors, cette dynamique-là, il faut qu'on soit tous attachés serrés, puis tricotés serrés pour être en synergie pour supporter nos patients. Et dans le vouloir, il y a aussi le fameux déni. Le déni, c'est un mécanisme de protection inconscient. Quand tu ne veux pas être malade, ton cerveau peut décider de fermer la switch et de dire « tu n'es pas malade ». Et évidemment, si votre cerveau vous dit « vous n'êtes pas malade », bien, il ne vous dira pas « prends tes pilules ». Tu ne prends pas des pilules si tu n'es pas malade. Alors, le déni, ça fait partie d'un processus d'acceptation de la maladie qui peut devenir un ennemi pour qu'on puisse faire un succès du traitement avec nos patients. Je vous propose un cas, une dame de 60 ans, connue hypertendue, qui a une maladie vasculaire périphérique, une hypothyroïdie. Et lors de la précédente rencontre, bien, vous lui proposez, pour la motiver, de procéder à de l'automesure de sa tension pour le prochain suivi. Elle vous dit qu'elle est d'accord. Quand elle vient la fois d'après, elle ne s'est pas acheté de tensiomètre, elle n'a pas pris ses pressions. Là, dans ce temps-là, on a tendance à dire « mauvaise patiente ». Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière ça? Bien, il faut penser qu'une patiente qui est déjà connue hypertendue, puis qui va à son petit train-train depuis un bout de temps, quand on y arrive comme ça, avec la suggestion de faire de l'automesure, elle n'a peut-être pas compris pourquoi. Donc, est-ce qu'elle est vraiment convaincue? Donc, dans ses croyances, dans ses connaissances, est-ce qu'on l'a bien équipée? On peut se poser la question. On réfléchit là-dessus. Donc, cette relation de confiance-là, si la madame, elle arrive qu'elle n'a pas acheté, il ne faut pas la juger puis la chicaner parce qu'elle ne l'a pas fait.
parce que ça va briser la relation de confiance. Il faut que le patient, à chaque fois qu'on le rencontre, si on veut être dans une relation où on va les supporter puis qu'on va réussir notre coup avec notre traitement antihypertenseur, il faut que le patient il sente qu'il a le droit de ne pas être observant. Hein? Il n'est pas capable. Et il n'y a pas grand monde qui aime ça se faire dire « vous n'êtes pas capable ». Il faut avoir beaucoup de respect et d'empathie pour nos patients là-dedans. Donc, nos patients, ils sont comme nous autres, ils ne sont pas parfaits, c'est rien que des humains. Ils peuvent avoir le droit de tricher de temps en temps, de sauter une couple de jours, de prendre leur tension artérielle s'ils vont au chalet, par exemple, qui peuvent oublier quelquefois de faire leur glycémie de la même façon. Et ils pourraient oublier de prendre ces médicaments. Il faut juste qu'ils en comprennent les conséquences. Et il faut aussi qu'il y ait le patient qu'on sente qu'on comprend qu'il y a des contraintes liées au traitement, ou même que ce traitement-là, ça l'écoeure de prendre toutes ces pilules-là. Il faut que le patient ait cet espace-là quand on y parle, parce que sinon, il ne vous dira pas tout, parce qu'il sent que vous ne lui donnez pas la permission de dire tout. Si vous ne savez pas tout, vous ne pourrez rien régler. On regarde un autre cas. C'est un cas que je suis. C'est un de mes patients qui est d'origine africaine, 38 ans, ingénieur en physique, travaille à l'université, chez qui on a diagnostiqué une hypertension. Alors, on lui prescrit de l'amlodipine 5 mg à prendre une fois par jour. Première visite de suivi, se l'est pas procuré, encore une fois, parce qu'en fait, ça fait plusieurs visites qu'on a de la misère à le rejoindre et qu'il n'a pas acheté son médicament. C'est-tu le même cas que notre autre madame qui n'a pas voulu acheter son antihypertenseur? Pas vraiment. On s'est assis avec lui, quand on a réussi à y mettre la patte dessus, ça n'a pas été facile, mais ce monsieur-là, il a 38 ans. Il ne se sent pas malade. Il travaille comme un forcené 70 heures semaine, dans une job importante, comme ingénieur en physique, et est impliqué dans des projets de recherche. Dans sa perception, là, il ne se sent pas malade, puis il n'a pas le temps de se traiter, puis surtout pas de prendre sa pression. C'est aussi simple que ça, son histoire. Alors, il a fallu retourner au b.a.-ba de ces affaires-là pour le convaincre. Donc, vous voyez que deux situations où des patients n'ont pas fait la bonne chose, il y a un profil qui peut être extrêmement différent. Ça a l'air tout simple, mais on comprend que c'est derrière qu'il se passe d'autres choses. Donc, la non-observance, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Ça peut être lié au niveau socio-économique. Ça peut être lié à nous autres, dans notre équipe de soins et notre façon d'agir, par la fragmentation des soins, par la complexité des programmes de couverture d'assurance pour les médicaments, l'accès aux médecins, aux équipes de santé, aux represcriptions. Il y a des variables liées à la maladie, maintenant que vous avez compris. Il y a des maladies plus difficiles à traiter que d'autres, surtout des maladies asymptomatiques comme l'hypertension. Et il y a des facteurs liés au patient, à ses croyances et à sa vie. Donc, plusieurs sources de non-observance. Mais typiquement, la question de l'acceptation de la maladie et du traitement et donc du déni en corollaire, ça demeure important. Le manque d'efficacité, si le patient a l'impression que la pilule ne l'aide pas, ce n'est pas très motivant de la prendre. Ou la croyance que le médicament n'en a plus besoin parce qu'il se sent guéri. Les effets secondaires, on l'a vu, c'est extrêmement important. Des instructions mal comprises, ou j'oserais dire parfois mal expliquées, parce qu'on a fait un grand laïus, on a fait notre petit sermon, mais on ne s'est pas assuré que le patient avait compris ou qu'est-ce qu'il avait compris. Il peut y avoir des problèmes de planification, d'horaire dans sa vie, l'absence d'éléments synchronisants. C'est la deuxième fois que je vous parle d'éléments synchronisants. Le principe est simple. C'est plus facile de développer de nouvelles habitudes quand on l'attache à une habitude qu'on a déjà. Ça, c'est la clé. Et c'est souvent quand on n'a pas fait cette étape-là qu'il y a des oublis, et surtout quand on a des horaires irréguliers, et l'investissement financier que demande la maladie, le traitement, l'achat des appareils et de la médication. C'est souvent relié non pas à des faits, ce n'est pas toujours des problèmes qui sont arrivés, c'est des perceptions que le patient a. Hein? On est des humains, puis on comprend le message qui nous est donné d'une façon qui nous est propre. Je vous propose un autre cas. Un homme de 59 ans qui vient vous voir occasionnellement pour des problèmes de santé aigus, mais pas quelque chose de chronique. Puis vous trouvez que c'est quelqu'un qui a l'air tout le temps d'avoir sa liste de commandes, puis qui vient vous voir. Mais à un moment donné, vous dites, ben écoute, là, ça fait longtemps qu'on se voit, ton âge serait le fun qu'on aille en profondeur, vous mesurez sa pression, qui a été mesurée par ma PAC cosciométrique, est à 158 sur 94. Fait que vous décidez de le traiter. Puis pour assurer son observance, vous dites, hein, avec mon moineau là, qui a la tête dure, là vous dites, moi, il faire une sacrée peur parce que là, je vais le motiver. Puis là, vous êtes convaincu qu'une bonne frousse, ça va être fait. Fait que vous dites, si tu ne prends pas tes pilules, tu vas mourir, Joe Blow. Cette approche-là, c'est une approche qui est délicate. Parce que si on veut faire peur, ça se peut qu'on réussisse à faire peur. On peut faire peur des complications qui vont motiver à prendre le traitement. On peut juste faire peur qui va plonger le patient dans le déni.
Déni égale je ne suis pas malade, égale je ne prendrai pas mes pilules. C'est une arme à deux tranchants, faire peur, et c'est très délicat à utiliser. En fait, je vous suggère de ne jamais utiliser cette stratégie-là. C'est trop un couteau à double tranchant. On a parlé du savoir, on a parlé du vouloir. Ensuite, il faut regarder le pouvoir. C'est-tu faisable pour le patient? Alors, la complexité du traitement, quand c'est trop compliqué, il y a des patients qui ne peuvent juste pas gérer tout ça. C'est souvent là qu'on leur propose des dispils, des dosettes. L'autre chose, c'est la compatibilité de l'horaire du traitement avec l'horaire de vie, l'horaire de travail. Avez-vous pensé qu'une pilule le matin, pour un travailleur qui fait un chiffre jour, soir, nuit, c'est quand le moment de prendre sa pilule le matin? Pour plusieurs personnes, c'est un problème important. Donc, l'horaire de vie, c'est quelque chose de complexe qu'on questionne trop peu souvent pour essayer de faciliter la vie. Comme prendrez ça avec les repas. Encore une fois, prenez mes travailleurs de quart là, et essayez de voir c'est quoi l'horaire de repas. Ça peut changer au fil des jours, des semaines et des mois. Alors, ça devient extrêmement compliqué. Il y en a qui ont de la misère à avaler les pilules. Ça fait partie du pouvoir ou qui n'aiment pas le goût. Il y a des patients qui ont de la misère à ouvrir l'emballage. Une bouteille de médicaments, c'est des fermoirs de sécurité pour empêcher que les enfants les ouvrent. Bien, c'est fascinant comment est-ce que les enfants ont souvent plus de facilité à les ouvrir que les adultes. Et en plus, si vous rajoutez une petite dose d'arthrite ou d'arthrose par-dessus ça, bien, un vial de sécurité, ça devient extrêmement sécuritaire pour empêcher le patient de prendre ses pilules. Donc, ça fait partie du pouvoir. Il peut y avoir des problèmes cognitifs aussi. Donc, chez les personnes âgées, c'est une couche supplémentaire où ils ne peuvent plus, pour des raisons cognitives, gérer la prise de médicaments. Il peut y avoir aussi des handicaps physiques qui font que ça peut être extrêmement compliqué, comme par exemple la cécité. On pourrait rajouter à ça aussi, par exemple, les patients illettrés qui ne peuvent pas comprendre des consignes écrites ou même les étiquettes que la pharmacie leur donne. Il y a des facteurs liés aux médicaments là-dedans. Donc, on a parlé de la complexité en détail. Ça donne quoi? Bien, le nombre de doses par jour, le nombre de médicaments par jour, la durée du traitement, qui n'est pas toujours claire, des contenants difficiles à ouvrir, on en a parlé, des dispiles, le petit papier en arrière, il est parfois extrêmement difficile à décoller pour plusieurs personnes. Donc, c'est difficile à manipuler. Alors, il y a des gens qui ne maîtrisent pas les techniques d'administration qui vont avec. Il y a des gens qui ont des difficultés financières parce que le coût du médicament est élevé ou le coût de leur médicament devient trop élevé. Et qu'il y a là, les contraintes liées au style de vie imposées par le traitement. Contraintes liées au style de vie imposées par le traitement, je vous donne un exemple tout simple. Un diurétique pris le matin. Dans l'avant-midi, si tu n'as pas accès aux toilettes, ce n'est pas très, très favorisant de prendre un diurétique le matin. Donc, si on regarde en détail la complexité du régime, on dit que c'est beaucoup relié au nombre de médicaments. Et on dit, certaines études ont démontré que le taux d'inobservance double si le nombre de médicaments passe de 3 à 4. Ce n'est pas une grosse augmentation. Relié au nombre de doses, quand il y a plus que 12 doses par jour, c'est quand même un nombre raisonnable de pilules. Vous allez voir, ça vient relativement vite. Le nombre de changements de médicaments. Alors, plus de 4 changements de médicaments par année, ça diminue l'observance. Bref, les patients viennent mêler ou ça brise leur confiance aux médicaments parce qu'on a changé souvent. On est souvent obligé de le faire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure façon de gérer ça, c'est annoncer nos cibles de traitement et de faire les changements, la titration à la cible le plus rapidement possible. Et une fois qu'ils sont rendus, on a travaillé, on a renforcé leur perception que le traitement était efficace et qu'on avait trouvé la bonne recette pour eux. Et même le nombre de visites médicales par année, il y en a qui ont trouvé que plus il y a de visites médicales ou avec des professionnels de la santé, bien, moins l'observance est bonne. Ça, c'est un peu douteux. Il y a des études qui ont démontré l'inverse, mais il faut savoir donc il peut avoir un impact négatif à demander trop aux patients. Hein. Le traitement devient trop lourd à intégrer dans sa vie. Alors, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, surtout cet énoncé-là. Le nombre de prises par jour, alors on pense souvent qu'une fois par jour, c'est le nirvana, que c'est la meilleure affaire à faire. Alors, voici les données qui ont été faites en hypertension et en insuffisance cardiaque. Alors, le taux d'observance à 4 fois par jour, entre 42 et 73 %. 3 fois par jour, c'est un petit peu mieux, 52 à 75 %. 2 fois par jour, c'est pas mal mieux, 70 à 80 %. Et une fois par jour, 73 à 85 %, quasiment pas de différence. Donc, une fois, 2 fois par jour, en général, ce n'est pas un gros problème. Matin et soir, c'est en général comme ça qu'on va le départager. Dès qu'on dépasse matin et soir, bien là, il faut en mettre le midi puis d'autres moments. C'est souvent le moment où le patient n'est pas à la même place que ses médicaments, vous comprenez ce que je veux dire? Alors,
Tu as beau y penser, tu n'as pas tes pilules ou tu as oublié tes pilules et on ajoute une couche supplémentaire de difficulté. Alors, la différence entre une fois et 2 fois, ça n'a pas été démontré significatif comme différence en insuffisance cardiaque. Donc, ces 2 régimes-là, pour moi, sont interchangeables de façon générale. En particulier, il faudra voir nos patients, on va en reparler. On en reparle ici. Quand on regarde, on se demande, c'est-tu mieux de prendre les pilules le matin, le soir? Alors, cette étude-là a été faite chez des patients traités par le VIH et est extrêmement intéressante. On a regardé l'observance en fonction du moment de la journée et des journées de la semaine en prenant comme référence le lundi matin. Et on voit que lundi matin, lundi soir, c'est à peu près notre 100 %. Le mardi matin, ils ont tendance même à en prendre plus. Mardi soir, c'est un petit peu moins. Grosso modo, ce que vous voyez là, c'est que le matin, c'est généralement un peu mieux que le soir. Et la semaine, c'est clairement mieux que la fin de semaine. Pourquoi? Parce que notre horaire de vie change, nos éléments synchronisants changent, notre rythme de vie la fin de semaine n'est plus aléatoire. Alors, donc, 2 constats. Le matin, c'est mieux que le soir en général, mais ça varie. Comment on fait pour départager ça? Bien, il y a des la réponse, elle ne sera pas dans le livre, elle ne sera pas dans nos études scientifiques, elle va être chez vos patients. Il y a des patients qui ont des routines bien adaptées le matin puis qui ont du temps. Il y a des patients qui ont des routines de fou le matin puis qui n'ont pas le temps ou qui sont tellement endormis quand là, ils se traînent en dehors du lit, ils se traînent jusqu'à l'auto, à l'autobus et ils n'ont pas le temps de penser à prendre des pilules. Alors, vous voyez qu'il y a 2 profils différents. C'est de l'individualisation de thérapie. Même chose pour le coucher. Il y en a le soir qui ont une belle routine toute la soirée, puis il y en a que le soir, ils s'endorment dans leur fauteuil, puis après ça, bien, ils se traînent jusqu'au lit, c'est pas le temps de penser à prendre ces pilules. Alors, la meilleure question quand on a le choix entre le matin et le soir, c'est de demander au patient lequel des 2 moments qui vous adonne le mieux. Ça va être la meilleure réponse parce que le patient il connaît sa vie, nous autres pas. Et les fins de semaine, bien, ça, c'est un grand défi. Et dans ce temps-là, bien, le truc, c'est de s'attacher aux éléments synchronisants. Qu'est-ce que vous faites la fin de semaine, pareil, qui est régulier, puis il faut s'attacher à ça pour les motiver et réussir à faire prendre leur dose de médicaments. Alors, si on donne le patient suivant qui prend du furosémide, du bisoprolol et du perindopril tout le matin, puis de l'amlodipine au coucher avec de la rosuvastatine au coucher. Lorsqu'on le questionne, ce patient-là, si on demande, ben, ça vous arrive-tu d'oublier de prendre vos pilules? On reparlera de cette question-là tantôt. Il a l'air un peu embarrassé, puis il dit, oui, ça m'arrive de sauter des doses le matin de furosémide, puis 2 fois les doses au coucher quand je m'endors dans mon fauteuil. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit 2 patterns. On voit un patient qui saute parfois du furosémide le matin, mais bizarrement, il prend les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Probablement un effet secondaire. Probablement, effectivement, une diurèse qui le force à aller aux toilettes quand il n'y a pas de toilette. Puis le coucher, bien, ça a l'air un peu plus difficile. Puis là, il a dit les doses du coucher, fait que c'est les 2. Fait que le moment du coucher est plus problématique. Dans le cas de l'amlodipine, puis dans le cas de la rosuvastatine, ça donne bien. Il n'y a rien qui nous oblige à les donner au coucher. Donc, on peut répondre aux contraintes du patient en modifiant l'horaire de prise du patient. Questionner des variables psychosociales. Alors, je vous ai parlé des patients qui pensent que les médicaments, c'est du chimique. Alors, il faut voir un peu leur attitude face aux recommandations qu'on leur donne, leurs croyances. Et un patient qui dit, ben, j'aime pas les médicaments, c'est du chimique, on va avoir un petit peu de travail à faire. Alors, il y a des modèles qui existent pour expliquer les comportements de nos patients. Alors, il y a le Health Belief Model. C'est de voir, en fait, les perceptions, les sensibilités des patients, leur perception de la sévérité, des bénéfices et des barrières au traitement. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie de l'efficacité personnelle perçue. C'est un grand nom compliqué, simplement pour dire est-ce que la personne se sent capable de faire ce qu'on lui demande? Et l'approche, c'est de dire vous sentez-vous capable, même s'il y a des barrières, on va y revenir. On a une autre façon de décoder nos patients, une autre grille, on appelle ça le locus de contrôle. Locus de contrôle interne, ça, c'est les patients qui vont prendre ma décision. Et les locus de contrôle externes, qui sont plus donc des patients passifs, dites-moi quoi faire. Tous les patients ne sont pas homogènes. Les grandes théories sur l'enseignement aux adultes nous disent qu'il faudrait s'adresser aux patients comme s'ils avaient tous des locus de contrôle interne. Il faut les équiper pour qu'ils prennent une décision. C'est une bonne façon de faire. Il y a du monde qui aime ça. Il y a du monde qui exige ça. Puis il y a du monde qui vont vous dire « Ah, c'est quoi il faut que je fasse? » C'est à ce message-là qu'il faut être sensible pour avoir une approche adaptée. Le traitement ou la maladie a un impact sur la qualité de vie. Alors, il est souvent, quand on dit prenez vos pressions 2 fois par jour, prenez des pilules 3 le matin, 1 le soir, tout ça, ça impacte la qualité de vie. Il faut les traîner partout. Et c'est quelque chose qui, finalement, est difficile pour nos patients.
Enfin, dans les variables psychosociales, il y a le support social. Le support social, il peut être positif, aider nos patients, il peut être négatif, leur nuire. Alors, le conjoint, la famille, les collègues. Alors, avec les histoires de conjoint-conjointe, on a tous en tête l'histoire de deux cas de type. La conjointe qui dit « Roger, as-tu pris tes pilules? » Support social positif. Puis moi, l'autre cas que j'aime beaucoup aussi, c'est Roger qui laisse ses pilules sur le comptoir pour penser des prendre. Et Claire, sa femme, elle n'aime pas ça quand les bouteilles traînent sur le comptoir, fait qu'elle les met dans l'armoire. Quand Roger arrive dans la cuisine, il ne voit pas ses pilules, puis il les oublie. Support social négatif. Il va falloir gérer cette situation-là à un moment donné. Il y a les barrières financières. Hein? L'assurance médicaments, ce n'est pas une garantie que les patients vont le prendre, même si on a au Québec un excellent système d'assurance. On sait que quand on donne de l'assurance à des patients, on va améliorer l'observance de 22 %. Donc, c'est presque un patient sur 5 qui se priverait de médicaments en tout ou en partie parce que la dépense est trop élevée. Ça ne veut pas dire qu'au Québec, on a réglé tout ce problème-là, parce que, et donc, il y a des gens qui n'ont pas les moyens de payer un peu plus de 1 000 $ qui est exigé comme contribution personnelle au Québec. C'est quand même un bon montant pour des gagnes petits. Puis l'autre volet, c'est pas parce que c'est pas tous les patients qui ne veulent pas payer ou qui ne peuvent pas payer. Hein. Il y a des patients qui ne peuvent pas payer, il y a des patients qui ne veulent pas payer ou qui ne veulent pas payer pour ça. Il y en a qui ne sont pas prêts à mettre 50 $ pour leurs médicaments, mais qui sont prêts à mettre 50 $ au restaurant. C'est un choix de priorité qu'il faut tenter d'influencer ou parce que ça cache d'autres barrières, parce qu'il n'est pas convaincu du bénéfice, de est-ce qu'il est vraiment malade, puis qu'est-ce que ça va lui donner de le prendre. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut être caché, encore une fois, derrière les barrières financières. Et comme je vous disais, bien, au Québec, en plus, notre système d'assurance maladie, médicaments, bien, il est bien, il est un peu compliqué pour répartir le paiement. Bien, au début du trimestre, bien, tu peux payer beaucoup, puis peut-être rendu au 3e mois, bien, tu as atteint ton plafond trimestriel, bien, tu ne payes plus rien. Fait que là, les patients sont tous mêlés, ce n'est pas facile à gérer. Donc, ça peut constituer une barrière aussi. Alors, les barrières financières, bien, ça va finalement coûter plus cher parce que les gens vont consommer plus de soins parce qu'ils ne se traitent pas comme il faut. Et on a vu que quand on ne se traite pas comme il faut, on n'a pas tous les bénéfices reliés au traitement. Alors, il faut s'assurer, quand on parle de coûts, bien, il y a les gens qui ont besoin d'aide et ça, ce n'est pas facile. Les programmes de compassion sont à peu près les seules portes de sortie. Mais il faut voir, est-ce que ça cache d'autres choses? Est-ce que ça cache du déni? Est-ce que ça cache un problème de connaissance et de conviction et de valeur par rapport aux bénéfices du traitement et aux alternatives thérapeutiques? Si je vous présente un homme de 67 ans, diabétique, hypertendu, son diabète et son hypertension, toutes les deux sont mal contrôlés. Et avec ses antihypertenseurs, bien, vous lui avez rajouté récemment de la spironolactone parce que son hypertension était mal contrôlée. Puis vous constatez le mois suivant, en regardant le DSQ, qu'il n'a pas fait remplir sa prescription. Il y a 2 mois, on y avait aussi rajouté de la sémaglutide pour son diabète. Il a trouvé ça pas mal cher. Quand on entend ces mots-là, j'ai trouvé ça pas mal cher, il faut penser, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça passe dans votre budget? Puis il y a des gens qui ne savent pas qu'après un certain plafond, ils ne payeront plus rien. Alors, il faut penser à ce volet-là qu'une première expérience financière douloureuse peut devenir un obstacle. Alors, je vous propose ça comme réflexion dans ce qu'on voit avec nos patients. Le problème, donc, est-ce que c'est un problème de médicament ou un problème de patient? Alors, on peut avoir un patient qui est observant pour tous ses médicaments sauf un. Donc, pour certains médicaments ou d'autres. Dans ce temps-là, bien, c'est un problème de relation patient-médicament, donc par effet indésirable, par moment de la journée, donc ce qu'on lui donne, ou une question de coût, ou la perception que le patient a de la valeur de ce traitement-là, valeur au sens large, pas juste financière, mais qu'est-ce que ça lui rapporte à lui par rapport à ce que ça lui coûte. Donc, c'est toujours un peu des deux. Hein. C'est un mix médicament, maladie, patient. Mais donc, c'est cette relation qu'il ne faut jamais perdre de vue entre les deux. Alors, à ce temps qu'on essaie de comprendre pourquoi nos patients ont de la misère, bien là, il faut, vu qu'on a dit qu'il y en a presque 50 %, puis ce n'est pas ça qu'on voit dans nos pratiques, ça veut dire qu'il faut aller diagnostiquer, déceler, dépister la non-adhésion chez nos patients pour pouvoir adresser ce problème-là. Et c'est probablement ça qui est le plus difficile. Alors, oui, la non-observance, ça existe. On dit souvent, bien, pas chez mes patients, j'ai des bons patients, on n'est pas tant que ça. Alors, ceux qui pensent que vous n'avez pas tant que ça, c'est probablement que vous les ratez. On les identifie pas. Alors, comment on peut les identifier? Bien, un questionnaire.
Je vais vous proposer des questions, mais les questionnaires, ce n'est pas 100% efficace. On peut faire le décompte des comprimés, combien il en reste dans le pot, en n'oubliant pas qu'un bon patient qui a eu 30 comprimés pour 30 jours, bien, s'il prend 80% de ses doses, ces 30 pilules vont lui durer 36 jours. Fait qu'un patient qui retarde de 2-3 jours, ça reste un bon patient. C'est le patient qui saute un mois qu'il faut se préoccuper. Alors, on peut compter les comprimés pour voir comment ça va. On peut bien sûr regarder le dossier de la pharmacie communautaire qui est accessible dans le DSQ avec les dates de renouvellement. Il ne faut pas juste regarder le délai entre deux renouvellements, hein. Il faut regarder aussi le nombre de renouvellements par année. Parce que moi, j'appelle ça le syndrome de l'écureuil. Si vous êtes procuré des médicaments, puis vous allez les chercher tout ensemble le 4 du mois, bien, il en reste dans le pot. Bien, à un moment donné, tu dis, moi, sauter ce mois-ci, j'en ai assez. Donc, le nombre de renouvellements sur une période de temps est important à regarder. Comment on peut aussi vérifier l'observance? En mesurant l'effet du médicament ou les variations de l'effet ou par des dosages dans le sang ou des dosages urinaires. Ça se fait en recherche, ça ne se fait pas en clinique pour l'hypertension. Mais la mesure de l'effet, par exemple, ça nous ramène à ce que je vous disais au début de la présentation. Une tension artérielle mal contrôlée, en augmentation, il faut penser que peut-être qu'on a 50% de chances que ce soit dû au fait que le patient ne prend pas ses pilules. Donc, la mesure de l'effet, la mesure de la tension et ces variations-là doivent être pour nous un indice clinique, non pas qu'on n'a pas donné bonne pilule aux bonnes doses, mais que les patients ne les prennent peut-être pas. Donc, il faut faire ça dans le cadre d'une entrevue dirigée, mais probablement que comme toutes ces méthodes-là sont imparfaites, on a aussi des dispositifs électroniques, mais je vous en fais grâce parce qu'on ne les utilise pas en clinique. Donc, il faut mélanger ces méthodes-là pour se faire une idée. Hein. C'est un peu de la triangulation. On les questionne, on a un doute, on compte les pilules, on check le dossier, on prend les tensions, puis on regarde tout ça, puis on dit ça ne marche pas, il y a quelque chose en dessous de ça. C'est un peu comme ça qu'il faut procéder pour le retrouver. Et les pires, c'est nos patients perdus de vue. S'ils ne viennent pas au rendez-vous qu'on leur cédule, ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses qu'ils ne fassent pas non plus. Donc, c'est un indice qu'il ne faut pas perdre de vue et ça, c'est validé. Alors donc, il faut toujours suspecter la non-adhérence avant de prendre une décision de rajouter ou modifier la dose d'un médicament antihypertenseur. On va essayer de voir s'il y a des situations à risque de ça. Alors, les maladies chroniques qui diminuent la qualité de vie et pour lesquelles le traitement diminue la qualité de vie. Alors, le diabète, l'insuffisance cardiaque, l'épilepsie, l'asthme, c'est toutes des maladies qui sont à risque et on l'a mentionné. L'hypertension, c'est une maladie chronique asymptomatique ou les traitements préventifs, donc les antiplaquettaires, les hypolipémiants, c'est des traitements préventifs. Les patients ne voient pas les bénéfices de ça. Ils voient juste le trouble de prendre une pilule de plus qui ne leur donne pas de bénéfices à court terme, ils ne se sentent pas mieux, qui leur coûte cher, puis il y a peut-être des effets secondaires. C'est un mauvais deal quand on regarde ça, et il faut penser à cette approche-là. Les maladies chroniques symptomatiques, c'est moins pire. Les patients qui souffrent du syndrome d'immunodéficience ont aussi des taux de non-observance importants, même si on sait que les médicaments peuvent leur sauver la vie. Même chose pour les patients qui ont eu des greffes d'organes, qui ont beaucoup de problèmes d'observance aussi. Puis il y a des maladies qui sont dures à accepter. L'infarctus, hein, c'est l'organe vital, le diabète, l'épilepsie, l'hypertension, c'est tough un peu. Donc, c'est des maladies pas faciles. Et les médicaments qui ont des effets secondaires qui diminuent la qualité de vie. On a déjà parlé des diurétiques et du besoin d'aller uriner, les nitrates pour l'angine qui donnent des maux de tête, les résines qui sont très mal tolérées. Ça, d'ailleurs, qu'on les utilise quasiment plus. Donc, c'est des situations à risque parce qu'il y a des profils d'effets secondaires. Alors donc, les pièges, mais les indices surtout. Alors, le dépistage de la non-observance, on a dit que c'était difficile. N'oubliez pas que la liste des pilules, ce n'est pas une preuve qui est prend, c'est une preuve que ça a été servi par la pharmacie. Et faites surtout attention à vos patients en dispile, parce que les pharmacies, pour aider les patients, souvent vont les livrer à date fixe. Bien, livrer automatiquement ne veut pas dire avaler automatiquement. N'oubliez pas ça. Alors, la question à poser, c'est est-ce que ça vous arrive qu'il reste des cases avec des pilules dedans quand le nouveau dispile arrive? Alors, ça, c'est une question qui est importante. Est-ce que vous avez des dispiles pleins à la maison? Ça, c'est une question qui est importante. Et je vous ai mentionné la durée de service. Capotons pas avec les patients qui retardent de 2, 3, 4, 5 jours, parce que c'est après 6 jours que ça devient des patients à risque. Il faut aussi se méfier des patients que tout a l'air beau. Je prends bien mes médicaments. Si je prends bien mes médicaments, tout est beau, puis qu'il n'y a vraiment aucun problème, ça se peut que ce soit vrai. Mais il y a 50% de chances que ce ne soit pas vrai. On va le regarder en détail aussi. Donc, validez, prenez pas juste ça pour du cash, continuez à prendre les différentes mesures que je vous ai présentées pour évaluer l'hypertension malgré tout.
Il y a des petites phrases indices ou des situations indices. Des patients qui renouvellent leurs médicaments en retard et surtout beaucoup en retard, comme on l'a mentionné, ou le nombre de fois par année. Donc, ça, c'est un indice important qui peut servir soit au pharmacien ou via le DSQ. Les patients qui vous disent « je ne savais pas que c'était renouvelable ». Ça, c'est important. Je vous ai dit qu'il y a des études qui ont démontré que les patients ne connaissent pas la durée du traitement. Alors, s'ils ne connaissent pas la durée du traitement, ils ne savent pas que c'est renouvelable, ils ne le renouvelleront pas, ils vont possiblement l'arrêter. Les patients qui vous disent « j'aime pas ça prendre des médicaments », ça peut cacher quelque chose. Parce que les patients qui vous disent ça, là, il est en train de vous annoncer qu'il a réglé son problème. J'aime pas ça en prendre, donc je ne les prends pas. Alors, il faut aller voir qu'est-ce que vous faites après ces énoncés-là. Patient qui dit j'aime pas ça faire de l'hypertension. Qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Est-ce que vous arrêtez vos pilules? Ou je prends mes médicaments régulièrement, on s'en méfie. Je vais bien. Les traitements complexes, quand on a ça en plus en toile de fond, ce qui est souvent le cas en hypertension, les effets indésirables, quand ils se plaignent d'effets indésirables, qu'est-ce que vous avez fait pour régler cet effet indésirable-là, qui sont fréquents ou incommodants? Je dis toujours, quand ils vous apportent un journal de pression pour un mois, puis que c'est tout propre, la feuille est blanche, c'est pas taché, c'est le même crayon, les pressions sont belles. Quand ça a l'air presque trop beau pour être vrai, bien, ça se peut que ce soit trop beau pour être vrai. C'est moins vrai pour les journaux d'hypertension, mais ça a été démontré pour les carnets de glycémie. Les patients ne veulent pas se faire chicaner quand ils ont 17, fait qu'ils écrivent 7 à la place. Un carnet de glycémie, normalement, il y a des empreintes digitales de sang qui a continué de saigner, puis les coins sont frisés. Il faut que la feuille ait l'air d'avoir du vécu quand elle nous la porte pour qu'elle ait l'air un peu crédible, à moins qu'elle ait été fraîchement recopiée avec les tensiomètres à mémoire, ça peut arriver. Alors, des bonnes questions, c'est de demander aux patients, dites-moi comment vous avez pris vos médicaments hier puis vers quelle heure. Je vous ai dit hier, parce que la semaine passée, c'est fort probable que les patients ne s'en rappellent pas. Trouvez-vous que vous prenez trop de médicaments? Ça, c'est presque une question piège. Mais si le patient dit oui, y en a-tu que vous sautez? Y en a-tu que vous trouvez moins important? Y en a-tu que vous n'aimez pas? Et là, vous allez mettre le doigt sur les vrais comportements du patient. Alors, il ne faut pas négliger non plus de questionner sur les produits naturels ou les autres alternatives parce que des patients peuvent avoir comme valeur d'avoir des traitements plus naturels. Et s'ils disent oui qu'ils prennent des produits naturels, est-ce que vous les prenez parfois à la place de vos médicaments que je vous ai prescrits? J'aimerais ça qu'on en discute. Il faut toujours le faire dans une approche sans jugement parce que la conversation va se terminer là, parce que le patient ne sentira pas qu'il a le droit d'avoir des croyances différentes de ce qu'on lui a dit. Il faut toujours voir l'impact sur l'observance aux médicaments. Il y a un questionnaire qui a été validé, qui est populaire, qui s'appelle le questionnaire de Morisky, qui existe en version 4 questions, 5 questions et 8 questions. La mieux validée est bien sûr celle à 8 questions, quoique. Alors, je vous présente les 8 questions. Vous arrive-t-il parfois d'oublier de prendre vos médicaments contre l'hypertension? On va reparler de cette question-là. Parfois, il y a des personnes qui ne prennent pas leurs médicaments pour d'autres raisons qu'un oubli. Dans les 2 dernières semaines, y a-t-il des journées où vous n'avez pas pris vos médicaments contre l'hypertension? Phrase compliquée, mais ça permet de mettre les gens à l'aise en disant « vous n'êtes pas tout seul ». Et c'est un peu ça le message. Moi, j'ai un doute sur les 2 dernières semaines, mais c'est comme ça qui a été validé, mais on va voir que la validation n'a quand même pas démontré une sensibilité importante. Vous est-il déjà arrivé de réduire la dose ou d'arrêter de prendre un médicament contre l'hypertension sans me le dire ou sans le dire à d'autres professionnels de la santé parce que vous vous sentiez moins bien ou parce que vous pensiez que vous aviez des effets secondaires de ce médicament-là? Ça, c'est le patient, comme je vous disais, qui règle ses problèmes avec son gros bon sens. Alors ça, c'est une chose intéressante. C'est une question que je pose souvent. Lorsque vous voyagez, quittez la maison, ça vous arrive d'oublier d'emporter les médicaments avec vous? Ça, en général, les patients vont nous le dire. Avez-vous pris vos médicaments contre l'hypertension hier? Une façon reformulée de la question précédente. Donc, leur demander vraiment de les mettre en situation, voir s'ils les ont pris hier. Ça leur permet de faire le point. Quand vous vous sentez plus du tout mieux, voire vous ne sentez plus du tout vos symptômes, est-ce que ça vous arrive d'arrêter de prendre vos médicaments? Donc, une variation sur l'autre question aussi. Le fait de devoir prendre des médicaments contre l'hypertension à tous les jours, c'est-tu vraiment quelque chose d'un inconvénient pour vous? Comme ça peut arriver pour d'autres personnes. Puis dans ce temps-là, ça vous arrive-tu d'être vraiment contrarié, d'avoir à respecter toutes les consignes que je vous donne? Et finalement, est-ce que ça vous arrive d'avoir des difficultés à vous rappeler de prendre tous vos médicaments ou vos médicaments pour l'hypertension? C'est un peu une reformulation de la première question, donc on voit qu'on tourne un petit peu en rond. Il faut faire attention quand même au questionnaire de Morisky. Quand les validations étaient faites, d'abord, la corrélation est mauvaise, autour de 0,5 à 0,6.
et elle surestime l'observance quand on compare avec d'autres méthodes qui sont objectives. Et je vous donne comme exemple la première question. Vous arrive-t-il d'oublier de prendre tels médicaments? Dans le fond, ce qu'on est en train de demander, vous arrive-t-il d'oublier? On dit, voulez-vous vous rappeler ici et maintenant ce que vous avez oublié? C'est impossible. Les personnes, la mémoire humaine ne permet pas de répondre à cette question-là. Il y a une espèce de catch-22 dans cette question-là qui est assez difficile. Et en plus, quand on dit, est-ce que ça vous arrive d'oublier de prendre votre amlodipine? Bien, on assume que le patient, il sait c'est quoi l'amlodipine. Parce qu'il y en a pour lesquels l'amlodipine, c'est la pilule blanche rectangulaire. Il y en a pour lesquels l'amlodipine, ça n'existe pas, c'est du Norvasc. Puis il y en a pour lesquels c'est de la... Puis il y en a pour lesquels c'est de la PMS. Puis il y en a qui le savent pas. Vous le savez comme moi. Donc, quand on pose des questions, nous autres, on sait la réponse, mais ce n'est pas sûr que le patient a bien compris ce qu'on veut lui dire. Moi, je retiens du questionnaire de Morisky, puis c'est ce que j'utilise surtout. Je demande aux patients, est-ce que vous avez pris vos médicaments hier, court dans le temps? Est-ce que ça vous est arrivé de baisser la dose si vous avez eu des problèmes avec vos médicaments ou de la monter si vous aviez l'impression que vous en aviez besoin? Alors, tu fais appel au jugement des patients. Avez-vous eu besoin de baisser la dose? Avez-vous eu besoin d'augmenter la dose? C'est son jugement qui va nous appeler. On ne le chicane pas dans ce temps, il va nous dire la vérité parce qu'on lui demande qu'est-ce qu'il a pris comme décision. La question des voyages ou surtout quitter la maison, qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui en amènent un peu, il y en a qui les oublient et qui reportent, et vous allez avoir la réponse. Puis quand vous vous sentez bien, est-ce que ça vous arrive de sauter vos médicaments? Ça, c'est une question que j'utilise aussi fréquemment. Moi, je rajoute aussi le côté émotif. Ces questions-là ne sont pas validées, mais j'ai vraiment l'impression dans ma pratique qu'ils me donnent des réponses qui vont plus loin. Alors, est-ce qu'il y a des médicaments que vous n'aimez pas? En général, si le patient vous dit oui, une telle, c'est sûr qu'il va l'avoir, presque sûr, qu'il va avoir arrêté ce médicament-là, l'avoir modifié la dose parce qu'il ne l'aime pas. Alors, aller dans l'affectif, aimer un médicament ou pas, puis après ça, aller voir en arrière qu'est-ce qu'il a fait. Quand ça va bien, qu'est-ce que vous faites? Quand ça va mal, qu'est-ce que vous faites? Ça vous arrive-tu de prendre des breaks ou d'oublier de prendre des breaks? Mais j'utilise beaucoup de prendre des breaks. Ou y a-t-il des journées que ça ne donne pas? Ça, j'ai souvent des réponses positives dans ce temps-là. Est-ce que le prix des médicaments vous a forcé à faire des choix par rapport à vos médicaments ou à d'autres affaires dans votre vie? Mais surtout, il faut arriver en bas en disant, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous faites. Il faut savoir ce que le patient a fait en bout de ligne pour, après ça, comprendre la situation et y apporter un correctif avec un traitement ou un plan de support qui va marcher. Alors, avec tous les questionnaires, là, que ce soit Morisky ou les autres, on a une tendance à surestimer, je vous l'ai dit, puis la corrélation est faible. Je vous ai dit qu'il fallait combiner des méthodes. En quelques années, j'ai fait une étude où on a combiné le décompte des comprimés avec le questionnaire. Alors, on a eu 51 patients rencontrés, 24 ont été inclus. On a commencé avec le questionnaire. Puis au questionnaire, on en avait 45 qui se disaient inobservants, puis 52 qui se disaient observants. Et après ça, quand on est allé compter le pilule, bien, des 11 qui se disaient non-observants, bien, il y en avait juste 10. Il y en a un qui, finalement, qui les prenait comme faux, il pensait qu'il les prenait mal. Puis de ceux qui se disaient observants, bien, il y en a à peu près la moitié qui se disaient non-observants, puis la moitié qui les prenait comme faux. Donc, il y en avait juste 7 sur 13 qui les prenaient comme faux. Alors, vous voyez que c'est quand même important. Et on a eu 66 de non-observance là-dedans. C'était des patients de notre clinique de maladies vasculaires. Donc, vous voyez tout de suite les situations dans lesquelles ça nous amène et comment est-ce que le questionnaire systématique, c'était le questionnaire de Morisky dans ce cas-ci, n'a pas une très grande sensibilité. Puis quand on va plonger, bien, on a tous les scénarios, incluant les patients qui ne se pensent pas bons, puis qui finalement l'étaient, du moins pendant la période d'étude. Il y a aussi le phénomène de l'observance du sarreau blanc. On connaît bien ça en hypertension, hein, l'hypertension du sarreau blanc. Alors, c'est les patients qui améliorent leur prise de médicaments avant de venir vous voir pour faire des beaux chiffres de pression. C'est vrai aussi si on leur demande des prises de sang, par exemple, bien, ils disaient, s'ils me font une prise de sang de ma pilule, il faudra bien que je prenne ma pilule. Alors donc, les rendez-vous qu'on leur donne peuvent devenir un stimulant temporaire pour prendre les médicaments. Alors, ça a été démontré qu'ils faisaient ça 5 jours avant une visite planifiée chez le médecin. Donc, il faut faire attention, ça peut avoir des variations pour avoir un impact qui, malheureusement, ne semble pas soutenu. Alors, il faut toujours que nous autres, on soit suspicieux par rapport à l'observance. Il faut toujours y penser. Alors, il faut y penser quand on prend la liste de médicaments, quand on évalue la réponse et donc à chaque suivi. Et il faut questionner en conséquence.
Et n'oubliez pas que l'hypertension résistante, on a une étude extraordinaire qui a démontré que dans l'hypertension résistante, le taux de non-adhésion variait entre 7 et 87 %. Alors, vous avez compris que quand on a 87 % de non-adhésion, on n'a pas affaire à un problème d'hypertension résistante, on a affaire à un gros problème de non-observance. Alors, c'est ce genre de données-là que je vous dis qu'il faut donc nous rendre toujours suspicieux de l'observance à chacune des visites qu'on a avec nos patients. On a beaucoup de patients gériatriques. Alors, quelles sont les variables qui ont été décrites chez nos patients gériatriques? Alors, les facteurs liés aux patients, bien, la connaissance de la maladie, les connaissances sur la santé, les fonctions cognitives. Alors, ça, c'est peut-être plus spécifique aux personnes âgées. Et les deux premiers, c'est comme tous les autres. Les facteurs reliés aux médicaments, les effets secondaires, la prise multiple de médicaments et la relation patient-médecin, les barrières logistiques à l'acquisition des médicaments, surtout en cas d'autonomie réduite, ça peut influencer. Alors, donc, c'est les mêmes variables, à part les fonctions cognitives qui peuvent varier et pour lesquelles on va avoir à mettre en place des stratégies de palliation, comme un dispil ou le support par des services de supervision de médicaments, par les proches aidants ou par du personnel professionnel. Je vous présente donc cette sympathique dame de 91 ans qui vit seule chez elle et qui est notamment hypertendue et qui commence à un trouble neurocognitif. Par précaution, on lui a demandé que sa médication soit servie en dispil. Bizarrement, les pressions qui sont prises par l'infirmière du CLSC semblent de plus en plus variables. Ce cas-là, je vais vous illustrer ça parce que c'est notre réflexe un peu spontané. De la misère à prendre ses pilules, mais y mettre en dispil. Un dispil, ça aide dans certaines circonstances, mais ça peut ne pas aider. Cette dame-là qui a un trouble neurocognitif, elle peut avoir une vieille habitude d'ouvrir ses pots de pilules avec une routine bien établie. Mais un dispil, c'est une bébite un peu bizarre qu'il faut comprendre et réussir à manipuler. Cet apprentissage-là pourrait être difficile chez une personne avec un trouble neurocognitif en installation et le fait de passer de son vieux système à un dispil peut devenir une situation de dérapage total parce qu'elle n'est pas capable d'apprendre ce nouveau dispositif-là. Alors donc, c'est ça que je voulais illustrer par ça. Et quand les tensions deviennent labiles, bien, il faut penser que peut-être qu'on a un problème d'utilisation, de prise de médicaments. Et le passage au dispil, on assume que c'est toujours aidant, alors que dans les faits, ça peut être beaucoup plus variable que ça. Donc, si on revient à l'âge, on croit souvent que les personnes âgées sont moins observantes. Les études sont très contradictoires, en fait. Ce n'est pas du tout concluant. Certaines disent qu'il y a une augmentation de l'observance avec l'âge, probablement parce que la routine des personnes âgées est plus simple, il y a moins de stress de la vie, jusqu'à l'âge où les troubles neurocognitifs s'installent et là, l'observance diminue. Mais on a aussi l'inverse. On a démontré que les jeunes étaient plus observants que les personnes âgées. Donc, ça va dans tous les sens. C'est probablement donc un mauvais critère. Il y a probablement d'autres facteurs confondants, comme le nombre de médicaments, donc la complexité qui augmente avec l'âge, les horaires de vie qui peuvent être très variables ou pas s'améliorer du tout. Les effets indésirables, les personnes âgées sont plus sensibles aux effets indésirables et ils pourraient avoir des expériences désagréables qui les empêchent de prendre leurs médicaments comme il faut, ou le fait d'avoir des troubles cognitifs. Alors, pourquoi? Alors, les facteurs associés à une faible observance, on vient de plonger là-dedans. Donc, les facteurs qui donnent une bonne observance, c'est le temps qu'on prend pour leur expliquer comme il faut leur maladie et leurs risques. Donc, c'est payant de faire ça. Et de voir la perception de l'efficacité à prévenir les complications. Donc, ce n'est pas juste d'expliquer, mais d'aller chercher la perception. Qu'est-ce que vous avez compris de ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Cette question-là va prendre quelques minutes de l'entrevue, mais va probablement faire toute la différence pour s'assurer que le message qu'on a passé a effectivement bien passé. Facteur de mauvaise observance, jeune, j'aurais dû le mettre entre guillemets, mais ça vient de l'étude que j'ai citée, mais certaines disent que les jeunes ont plus de misère. Les fumeurs semblent moins observants. La perception des effets indésirables, donc si j'ai peur des médicaments, ça s'appelle l'effet nocebo. On va avoir effectivement des effets indésirables. La complexité du traitement et la non-fidélité au rendez-vous. On peut les aider maintenant, on va tomber dans le vif du sujet. Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs causes différentes à la non-observance. Donc, je pense que ça prend un plan d'action qui est adapté. Alors, la non-observance, c'est un ensemble de problèmes différents. L'impact peut être différent, mais la conséquence reste la même. On n'atteint pas notre
contrôle de tension artérielle. Alors, il faut essayer d'identifier le plus précisément possible la cause pour pouvoir instaurer un correctif qui va être adapté et efficace. Ça a été malheureusement très peu fait dans les études où on fait des stratégies mur à mur. On teste des appels téléphoniques, on teste des questionnaires, on teste des bidules électroniques, on teste payer des patients qui prennent leur pilule. Mais si tu as un effet secondaire, tu as beau avoir 25$ à la fin de l'année, ben, tu as toujours des effets secondaires. Tu as beau donner de l'enseignement sur le traitement, si tu as des effets secondaires, tu as toujours des effets secondaires. C'est juste que là, maintenant, tu es certaine que l'effet secondaire est dû à ton médicament. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas de bonne adéquation entre la cause et les études qu'on a faites, mais on peut quand même apprendre des choses de ça. Alors, on sait que pour supporter l'observance, quand on les suit de façon rapprochée, on passe le message, votre condition est importante et j'y consacre du temps. Donner des instructions claires dans le sens de comprise par le patient, donc demander au patient de reformuler, ça va nous garantir que nos instructions étaient claires. Les encourager à les prendre régulièrement, négocier parfois avec les patients. Ça, on n'est pas habitué de faire ça, puis on n'aime pas ça. Mais des fois, négocier pour se rendre à notre objectif, ça peut être rentable. Il faut revoir nos régimes posologiques pour les simplifier, les faciliter autant que possible et d'avoir une approche qui est adaptée aux raisons de notre observance. Alors, encore une fois, pour les interventions, il y a plusieurs méthodes qu'on va essayer d'attacher ensemble. Des rappels, des renforcements, l'emphase, mais qui est portée dans une perspective de ce qu'on a appris de notre patient. Alors, pour ça, il faut qu'on adapte notre style de consultation aux besoins de chacun des patients, être à l'écoute, en fait, véritablement. Il faut tenter de rendre l'information le plus accessible possible et compréhensible. Compréhensible, ça ne veut pas dire nous autres, on a l'impression qu'en changeant notre niveau de langage, que ça va être nécessairement clair pour le patient. C'est souvent une grossière erreur. Souvent, notre message ne sera pas clair pour le patient. C'est juste la reformulation qui va nous permettre de savoir si on a été clair. Il faut impliquer le patient dans la décision. Nous autres, on est les spécialistes de la thérapie, mais les patients sont les spécialistes de leur vie. Si on ne met pas ça ensemble, on n'aura pas un bon match. Et il faut être conscient que les patients peuvent avoir des préoccupations par rapport à la maladie et au traitement. Et il faut reconnaître que la non-adhésion, ce n'est pas nécessairement des mauvais patients et qu'il faut l'aborder sans jugement pour pouvoir les supporter. Hypertension Canada nous propose des stratégies. Alors, simplifier la prise de médicaments, on en a parlé. Faire participer le patient, je vous en ai déjà parlé. Et pour améliorer ça, il faut essayer de voir chez les patients qui n'atteignent pas la cible s'ils ont pu respecter les comportements de santé, donc l'observance au traitement, de voir par des communications par téléphone ou par la poste pour les supporter là-dedans. Travailler en équipe, médecins, pharmaciens, infirmières, pour essayer d'améliorer la surveillance du traitement et l'observance. Et on peut utiliser des bidules électroniques. Alors, on va revoir un certain nombre de ces consignes-là un peu plus en détail. Mais les solutions générales, donc on se l'est déjà dit, je pense que c'est la 3e fois que j'en reparle. Il faut faire un enseignement sur les objectifs du traitement, la durée du traitement, les modalités, moments et particularités de prise de chacun des médicaments, annoncer les effets secondaires probables et surtout quoi faire, identifier les problèmes, les barrières que le patient peut avoir pour prendre sa médication, s'assurer que l'ordonnance est claire, parce que si l'ordonnance n'est pas claire, ce qu'on appelle maintenant de la réconciliation, cesser les médicaments qui doivent être cessés, ça va aider le pharmacien communautaire à donner des conseils. Donc, on travaille tout en équipe là-dedans. Si l'ordonnance est claire puis que l'infirmière la consulte au DSQ, on va avoir toute la même information et donc on peut travailler en synergie. Si le patient est hospitalisé, on devrait débuter les traitements à l'hôpital. Le patient va le connaître, on va identifier les effets indésirables précoces qui peuvent devenir une barrière et ça permet un enseignement aussi. Et il ne faut pas oublier de faire reformuler, donc faire répéter au patient. C'est étonnant, je vous ai dit la durée de traitement. Ça a été mentionné dans certaines études que seulement 17% des consultations médicales, on prenait la peine de préciser la durée du traitement. Alors, c'est essentiel pour une maladie chronique comme l'hypertension de préciser cette durée-là et on ne le fait pas très bien. Alors, donc, plein d'interventions, comme je vous ai dit, assez non spécifiques, de l'information verbale ou écrite, de l'enseignement, des rencontres d'enseignement de groupe, des rappels pour les visites ou les renouvellements. Il y a des systèmes automatisés téléphoniques qui n'existent pas au Québec, mais c'est décrit dans la littérature. Du monitorage assisté par ordinateur, ce n'est pas disponible non plus. Les suivis téléphoniques personnalisés, nous, on fait ça à la clinique. Il y a plein de cliniques qui le font. Donc, ce sont de bonnes méthodes en général parce qu'elles nous permettent d'appliquer les questionnaires et les connaissances que je vous ai déjà transmises. Des fois, mobiliser la famille, c'est souvent les conjoints-conjointes.
améliorer la commodité des soins, donc moins d'interférences dans la vie des patients, donc des régimes simplifiés, des moments adaptés à leur vie, transmettre les ordonnances s'ils ont tendance à perdre les papiers. Il y a les fameux emballages fidélité, là, les 10 piles, c'en est un, mais il y a plein de médicaments qui sont vendus dans des plaquettes en aluminium déjà. Ça peut faciliter la fidélité parce qu'on peut les suivre. Mais par contre, c'est plus de troubles si on a différents formats, donc il faut y penser. Il faut impliquer le patient. On a testé les récompenses même financières. Alors, ça a été testé, pas très réaliste ici non plus. Et adapter, on dit réduire la fréquence des visites, mais je pense qu'il faut les adapter pour que le patient ait l'impression qu'on s'en va quelque part ensemble. Donc, une espèce de panaché de stratégies qui peuvent être faites, mais encore une fois, on a déjà abordé la question des coûts qu'on va revoir en détail et de plein d'autres mesures. On peut aussi aider le patient à être responsabilisé en lui faisant faire de l'automesure de sa tension artérielle. Donc, ça va lui permettre d'apprendre ses tensions artérielles cibles. Ça va lui permettre de voir l'état de sa tension artérielle et ça va lui permettre de voir l'impact de la médication sur ses tensions artérielles. Et donc, ça a été démontré clairement, et même récemment encore, que l'automesure améliore le contrôle de la tension artérielle et améliore l'observance au traitement, mais il y a certainement un lien entre les deux. Donc, c'est une stratégie intéressante, mais il faut voir que c'est du trouble aussi. Ce n'est pas nécessairement une réponse qui est efficace pour tous nos patients. Simplifier le régime. Alors, on s'est dit, les patients n'aiment pas ça, trop de visites, mais il faut titrer vite parce que ça, ils ont l'impression que c'est payant. Il faut réduire le nombre de prises par jour autant que possible avec un horaire de prise qui correspond à leur horaire de vie, pas à l'horaire de la pilule. Et dès que c'est stable, tenter d'ajouter les associations en monocomprimés qui contiennent au moins 2 médicaments. Ça fait moins de pilules à prendre et c'est facilitant. Donc, puis on peut l'annoncer aux patients. Quand on a retrouvé la bonne dose, on essaiera de trouver un combo qui va vous diminuer votre nombre de pilules. Ça peut être apprécié par les patients. Les interventions téléphoniques, ça marche-tu? Alors, c'est une étude qui a été faite en testant les appels téléphoniques avec le traitement dans la dyslipidémie avec une statine, c'est une vieille étude, et une résine. On va regarder juste la statine, la lovastatine. Alors, les patients qui, à 6 et 12 semaines, avec un contact téléphonique, avaient une observance de 92 et 88 %, c'était excellent. Sans relance téléphonique, très peu de différence. Quand on va à long terme, alors, à 1 an, avec contact téléphonique, on avait 71 % d'observance, mais sans contact téléphonique, on tombe à notre 47 % à 1 an. Donc, notre 50 % est atteint. À 2 ans, 63 % avec contact téléphonique. On fait mieux, mais on est déjà moins bon qu'à 12 semaines, mais on est nettement mieux que sans contact téléphonique à 2 ans, où on est tombé en bas de 40 %. Donc, la relance régulière, par téléphone, mais je pense que le mot-clé, c'est relance, peut influencer positivement l'observance de nos patients. Je vous présente Jean-Guy qui vient voir pour son suivi périodique. Lorsque vous lui demandez s'il prend ses médicaments tels que prescrits, son regard devient fuyant. Il vous répond sans vous regarder la plupart du temps. Mais il dit la plupart du temps, oui. La plupart du temps, c'est la phrase indice qu'il ne faut pas que vous échappiez. Et reposer la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par la plupart du temps? Ben, je garde mes médicaments à vue sur le comptoir de la cuisine. C'est comme ça que je pense à les prendre, mais ma femme les range dans l'armoire parce qu'elle ne veut pas que ça traîne sur le comptoir. Ça, c'est un bel exemple de cas vécu qu'on peut dépister. Et la phrase clé, c'est le regard fuyant, puis la plupart du temps. La plupart du temps, ça veut clairement dire je ne les prends pas tout le temps. C'est ces indices-là qu'il faut apprendre à entendre lors de nos entrevues avec les patients. Alors, vous avez vu qu'il y a plein de causes. Alors, si la cause est différente, la solution doit l'être aussi. Parlons des effets indésirables. On a dit que c'était près de 40 % des cas de non-observance. Alors, c'est un cas de non-observance volontaire. Le patient prend la pilule, il se sent mal, il dit « ça ne me fait pas », il décide de ne pas la prendre. Et ça, il faut adresser ça à la satisfaction du patient. Il faut changer le médicament ou traiter l'effet secondaire. Juste donner une feuille avec la liste des effets secondaires en disant « ça se peut que vous ayez de l'édème aux jambes en prenant cette pilule-là », ça ne règle pas le problème à la satisfaction du patient. Ça fait juste dire dans quel trouble il va être. Alors, il faut vraiment adresser ça à la satisfaction du patient, sinon ça va devenir un obstacle à l'observance. Si vous avez un homme de 67 ans hypertendu traité avec l'indapamide 1,25, du perindopril 8 et de l'amlodipine 10 mg qui vient d'être augmenté de 7,5 à 10 le mois passé.
Lorsque vous regardez dans le DSQ pour avoir sa liste de pilules, bien, vous voyez que l'ordonnance de 10 mg, elle n'a pas été remplie. Au questionnaire, bien, le patient vous apprend que finalement, il était déjà incommodé par un œdème des membres inférieurs, là, les bas bien étampés dans les chevilles, vous savez ce que c'est, puis plus capable de mettre ses beaux souliers, il est toujours avec ses espadrilles. Alors ça, c'est un bon exemple qui explique pourquoi il n'a pas fait remplir une ordonnance, parce qu'il avait un effet indésirable. Et il faudra adresser ce problème-là hors de tout doute si on veut qu'il continue de le prendre, parce qu'il vient de nous dire, moi, je débarque à partir de 7,5 mg. Alors, pour les gérer, les effets indésirables, il faut les annoncer. Il faut annoncer les plus fréquents avec une conduite. Il faut aussi annoncer des effets secondaires les plus dangereux, comme par exemple le risque de chute avec certains antihypertenseurs, parce que c'est dangereux. Alors, il faut leur dire, voici ce qui peut arriver et surtout quoi faire pour pas que ça arrive. On arrive aux fameux oublis. Alors, je vous ai dit que les oublis, ça peut arriver, mais ça peut cacher des choses. Alors, il faut voir pour aider un patient qui oublie. On a fait le ménage, puis il n'y a pas d'autre cause. Alors, il faut identifier des éléments synchronisants. Les repas, c'est une bonne idée, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Combien de repas par jour votre patient prend-il? C'est la première question à poser avant d'offrir de prendre au repas. Si vous voulez qu'il prenne le médicament 3 fois par jour et qu'il mange 2 fois, ça va être 2 repas et un troisième élément synchronisant qu'il va falloir identifier. Et à ce moment-là, bien, il faut trouver une activité régulière. Demander au patient, y a-t-il quelque chose que vous faites à tous les jours vers telle heure, l'heure qu'on pense qui est la bonne heure pour prendre le médicament? Et ce patient, et s'il vous le propose, bien, vous dites, ça serait-tu une bonne idée de laisser vos pilules à tel endroit, ou ce qui sera concordant avec l'activité qu'il vous aura mentionnée? Et si le patient dit oui, tant mieux. Puis essayez de voir s'il y a des obstacles que vous pouvez voir. Puis avec expérience, on vient qu'à connaître. J'ai mon petit sac d'obstacles qu'on peut ressortir, que vous allez les apprendre. Il faut se méfier des changements de routine, les changements d'emploi, les changements d'horaire. Donc, faites attention parce que les éléments synchronisants ne deviennent pas synchronisés. Pour les oublis, bien, il faut gérer notre régime, encore une fois, pour que ce soit le plus simple et le plus adapté. La dosette et le dispil peuvent être une stratégie intéressante. Pourquoi? Parce que la dosette ou le dispil ou tout pilulier permet de vérifier si on a pris les pilules. C'est ça l'avantage surtout de ça. Au lieu de dans un pot de pilules où il y en a 30, 28, 24, on ne sait pas combien, on ne les compte pas à chaque fois. Le dispil ou la dosette ou le pilulier permet de vérifier ça. Faire attention, une dosette et un dispil, ce n'est pas la même affaire. Une dosette, ça peut se détacher puis ça peut être portatif. Un dispil, ça peut être détachable, mais pas la dosette. C'est beaucoup plus gros et incommodant. Ce n'est pas nécessairement portatif pour ceux qui sortent souvent, notamment au restaurant. Garder à la vue, c'est un bon truc pour y penser, en pensant bien sûr à la sécurité des enfants s'il y a des enfants, et aussi aux chicanes de couple qu'on a mentionnées. Adapter l'horaire avec le patient. Donc, vous savez quand est-ce que le médicament devrait être pris. Puis, il faut voir dans la vie du patient, est-ce que ça concorde? Il faut attacher ça essentiellement ensemble, sinon, ça ne marchera pas, notre régime. On peut penser à des alarmes sonores. Hein? Maintenant, la plupart des gens, beaucoup de gens ont des téléphones intelligents. Alors, mettre des alarmes récurrentes, c'est une bonne façon. Il y a des applications, je vais vous en reparler aussi tantôt. Et donc, les applications de téléphone intelligent. Alors, il faut laisser choisir le patient et on va regarder ce que ça veut dire. Alors, je vous donne l'exemple. Un bon conseil, vous pensez dire, vous prendrez ce médicament-là le soir en vous brossant les dents. Ça, moi, j'entends des pharmaciens dire ça régulièrement. La science nous dit que 46 % des patients ne sont pas observants au brossage de dents. Fait qu'encore une fois sur deux, ça ne marchera pas, ce truc-là. Alors, peut-être qu'on pense avoir eu une bonne idée, mais encore une fois, la seule bonne réponse, c'est celle de votre patient. Qu'est-ce que vous faites de façon religieuse tous les soirs, tous les matins? Alors, si c'est le brossage de dents, ça sera le brossage de dents. Si c'est un repas, ça sera un repas. Si c'est une émission de télévision, ça sera ça. Mais laissez le patient trouver qu'est-ce que lui a dans sa vie qui correspond au moment où vous souhaitez qu'il prenne le médicament. C'est ça qui fonctionne. Alors donc, que faites-vous régulièrement à ce moment-là? Puis, par exemple, on peut leur demander, pensez-vous de garder votre médicament près de ce moment-là, à la portée? Est-ce que ce serait, en gardant ça à la portée, ce serait une bonne façon pour vous de vous en souvenir? Donc, ça, c'est identifier les barrières. Gardons le cas de M. Tremblay qui doit prendre son amlodipine 10 une fois par jour. Comme il y a un œdème des membres inférieurs qui est incommodant, vous le suggérez de le prendre au coucher parce que ça baisse les œdèmes. La question, c'est que faites-vous régulièrement à tous les soirs? C'est comme ça qu'il faut y poser la question. Il répond, je regarde la TV. Pensez-vous que de garder votre médicament près de la TV serait une bonne façon pour vous en souvenir? Pas vraiment, je m'endors devant la TV.
Vous voyez la réponse qu'il fait? Fait que là, on est un petit peu bisbaillé. On ne lâche pas de morceaux. Est-ce qu'il y a autre chose que vous faites tous les soirs avant de vous coucher? Laconiquement, il nous dit, je ferme la lumière. OK. Est-ce que vous pourriez mettre le médicament sur votre table de chevet ou vous fermez la lumière? Peut-être qu'on va trouver une solution. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut supporter les patients à être créatifs, à trouver des moments qui vont fonctionner. Mais là, ça prend de l'eau. Même si ça prend de l'eau, ça, c'est la technique de soulever des barrières pour être certain qu'on a fait le ménage et que le patient va se rendre jusqu'à la prise du médicament. Sinon, bien, la dose au coucher, c'est peut-être pas une bonne solution pour ce monsieur-là. Puis ça nous ramène au débat matin et soir. Peut-être qu'il faudra le déplacer ou le souper, par exemple. Alors donc, c'est une stratégie de communication qui va vous permettre d'identifier avec le patient le meilleur moment pour le faire. Je vous ai parlé des téléphones intelligents. Il y a plusieurs applications et maintenant, la plupart des chaînes et bannières de pharmacie ont une application qui permet de commander le renouvellement des médicaments, même de transmettre des photos d'ordonnance à la pharmacie. Beaucoup de ces applications-là ont aussi une fonction de rappel de prise de médicaments qui sont de façon générale assez bien faites. Il y a aussi sur l'App Store et sur Google Play un certain nombre d'adaptations qui sont disponibles en français et en anglais, parfois adaptables et adaptées au contexte du Canada ou du Québec, parfois de façon un petit peu moins bien réussie. Il y en a 3 que je vous propose. Là, il y a un qui porte le nom de Rappel de médicaments et de pilules avec alarme de Innovation 6, qui est bien coté. Rappel de médicaments et pilules de MediSafe et MediRappel. Donc, ces 3-là peuvent être intéressants aussi, mais je pense que le premier choix, ce serait les applis des pharmaciens. Alors, ces applications-là n'ont pas été démontrées spectaculairement efficaces parce que, bien sûr, c'est beau quand le téléphone sonne, mais il faut aussi avoir les pilules à portée de main et un verre d'eau à portée de la main. Il faut attacher ces affaires-là. Alors, c'est là que le choix de l'horaire bien fait, ou comme on a parlé auparavant, va aider nos patients. Parlons quelques secondes des patients hospitalisés. Il faut planifier les départs. Alors, il faut s'assurer que la prescription de départ est bien faite. C'est une source importante pour supporter les patients. Alors, il faut prescrire ou represcrire les choses et cesser les affaires qui doivent être cessées. Faire attention aux diagnostics qui ne sont pas liés à la raison d'admission. On n'a pas tendance à s'en occuper beaucoup. Alors, les stratégies de BCM qui sont préconisées au Canada, le bilan comparatif des médicaments, nous force un peu à faire attention aux conditions qui ne sont pas liées à la raison d'admission. Alors, il faut s'assurer que c'est clair parce que ça peut devenir une confusion. Au départ, le patient, ça n'a pas été prescrit, fait qu'il pense que c'est arrêté, puis il peut y avoir beaucoup de problèmes. Donc, on peut causer de la non-observance pour une confusion qu'on peut facilement comprendre chez nos patients. Dans cette ordonnance-là, bien, il faut s'assurer que le patient il va l'avoir avant de partir. N'oubliez pas de prendre votre prescription. Puis, êtes-vous capable d'aller le chercher? Avez-vous quelqu'un qui va aller le chercher ou est-ce que la pharmacie va aller le chercher? Donc, c'est quoi votre stratégie pour obtenir les médicaments que je vous ai prescrits? C'est une question qui n'est pas du tout superflue. Alors, et on a tendance à faxer les ordonnances pour aider justement ça, mais il faut que le patient soit complice de ça. Comment ça va se passer? La pharmacie attend-tu l'appel du patient? Le patient attend-tu l'appel de la pharmacie? La pharmacie va-tu le livrer? Le patient va-tu passer? Le fils du patient va-tu aller à la pharmacie? C'est ça qui se passe dans la vraie vie. Alors donc, il faut aller toujours à vous, comme je vous disais tantôt, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, savoir c'est quoi les étapes, c'est la meilleure façon de s'assurer que ça va être bien fait. Donc, pour assurer l'observance, il faut savoir agir et pour agir, la première chose, il faut savoir apprendre à écouter. Il faut tenter d'identifier le problème d'observance que votre patient a, tenter d'identifier le stade de changement, comme ça on ne donnera pas des conseils à quelqu'un qui ne veut rien savoir, et on va donner des conseils concrets pour, par exemple, choisir les moments synchronisants lorsqu'il est en phase de préparation. On ne parle pas d'éléments synchronisants en phase de réflexion, puis on va donner une tape dans le dos aux patients qui sont en action ou en maintien. Et il faut évaluer les progrès sans culpabiliser. Encore une fois, un patient qui n'a pas réussi, c'est un patient qui a besoin d'aide, ce n'est pas un patient qui a besoin de se faire chicaner et qui a besoin d'être encouragé parce que l'observance, c'est jamais pour acquis. Donc, la démarche clinique que je vous propose, bien, il faut faire de la prévention. Et donc, il faut évaluer l'adhésion, voir les indices d'alarme que je vous ai présentés à chaque visite. S'il y a un problème, initier une intervention structurée et réévaluer à chaque visite. Et cette boucle-là est une boucle sans fin. Doit faire partie de notre démarche clinique et donc il faut intervenir à chaque fois.
Pour s'assurer que nos patients seront observants, mais il faut lui demander comment vous voyez ça, le fait d'avoir à prendre une nouvelle pilule que je viens de vous prescrire. Ça, c'est une question qui est importante. Le patient, c'est là que les craintes, les barrières vont surgir. Demandez-lui de décrire sa journée. Comment est-ce qu'il va introduire ça dans sa journée? Donc, il a réfléchi à la façon dont il va le faire. Il est en train de vous parler, dans le fond, de sa phase de préparation dans le modèle des stades de changement s'il réussit à vous décrire sa journée. Demandez-lui s'il voit des bons ou des mauvais côtés au changement proposé. Dans ce cas-ci, le changement, bien sûr, c'est la prise d'un médicament. Alors, s'il voit les bons et les mauvais côtés, bien, vous allez pouvoir renforcer les bons côtés puis répondre aux questions ou prendre des stratégies pour minimiser les mauvais côtés. Êtes-vous d'accord avec le traitement que je vous propose, que je vous vends, que je vous sers ou pour lequel je vous accompagne? Si le patient dit oui, vous avez des chances que ça aille bien. S'il dit mais je ne suis pas sûr, il y a encore des questions qu'il va falloir qu'on aborde ensemble. Est-ce que vous êtes convaincu que ça peut vous aider? Une bonne façon d'aller valider ses croyances, ses comportements et de voir si on s'enligne vers une observance. Est-ce que vous voyez des problèmes qui vont vous empêcher de prendre ce médicament-là régulièrement? Puis après ça, est-ce que je peux vous aider? On a abordé la notion de l'efficacité personnelle perçue. Est-ce que le patient se sent capable de le faire? Donc, c'est le temps de lui demander, vous sentez-vous capable de prendre cette nouvelle pilule-là à tous les matins ou à tous les soirs? Malgré le fait que le matin, vous êtes pressé, malgré donc toutes les barrières que vous pouvez avoir imaginées ou entendues. Donc, vous sentez-vous capable, même si. Vous sentez-vous capable de prendre une pilule au coucher, même si vous vous traînez jusqu'au lit après vous êtes endormi dans le fauteuil. Pouvez-vous me donner votre truc? S'ils vous répondent oui, c'est quoi votre truc? Ça m'intéresse. Moi, je demande souvent ça aux patients qui me comptent leur truc pour le faire. Ils vont nous l'expliquer quand ils y ont pensé. Quand moi le prendre, parce que je vais y penser, là, ça se pourrait que ce patient-là, il l'ait oublié quand vous allez le revoir le mois prochain. Sinon, s'il n'est pas capable, l'approche, c'est de réduire la tâche, faire des compromis. Je vous disais qu'on n'était pas très à l'aise à ça. Jusqu'à ce qu'il se sente capable. S'il est capable de prendre sa pilule tous les matins, la semaine, il y a de la misère la fin de semaine, dites-y, c'est toujours bien 5 jours de fête sur 7. Essaye ça pendant un mois, puis on s'en reparle le mois prochain. Puis le mois prochain, il a réussi à faire 5 jours sur 7. Fait qu'au lieu de le chicaner comme un enfant de 5 ans, on dit hey, c'est super le fun, tu as réussi à faire 5 jours. À cette heure, on essaye-tu une journée de fin de semaine? C'est toi qui choisis, samedi ou dimanche. Il choisit le dimanche. On essaye le dimanche. Le mois d'après, il a réussi. Encore une fois, au lieu de le chicaner, bravo, on est rendu à 6 sur 7. Vous voyez, c'est le genre de compromis qu'on peut faire. On n'aime pas ça, dire à un patient 5 doses par semaine, c'est correct. Le problème, c'est que si on ne fait pas le compromis, il va le faire dans notre dos. Puis en plus, il ne nous le dira pas parce qu'il voit dans notre face que ça nous dérange. C'est ça l'enjeu de faire des compromis pour lesquels on n'a pas vraiment le choix. Alors, le patient, il va progresser vers le comportement souhaité par étapes quand c'est tough. Alors, pour intervenir sur l'observant, il y a les conditions de succès, vous l'avez vu, je pense que vous l'avez bien compris, il faut travailler avec le patient en tenant compte de nos limites, parce qu'on a des limites de temps aussi, donc il faut fractionner peut-être les choses, mais les limites de nos patients aussi, qu'on vient de comprendre un peu mieux. Et on sait maintenant que ce n'est pas parce qu'un patient sait qu'il faut prendre des médicaments qu'il va les prendre. Ce n'est pas suffisant. Le savoir n'est pas suffisant, il faut le vouloir et il faut le pouvoir. Alors, supporter l'observance, c'est finalement beaucoup plus d'écoute que de science, mais c'est de l'écoute basée sur de la science. C'est un échange, pas un enseignement comme un monologue. C'est conseiller un patient plutôt qu'il dire quoi faire. Il faut valider sa compréhension et ce qu'il a retenu de l'enseignement qu'on lui a fait, puis comment ça va se traduire en comportement. Et dans le fond, la non-adhésion, c'est un enjeu pour nous de bien individualiser les soins de la même façon qu'on individualise les plans de traitement qu'on met en place pour eux. Donc, c'est savoir, vouloir et pouvoir. En conclusion, l'observance, on doit y penser et la dépister à chaque rencontre. Une liste de pilules ou une histoire médicamenteuse, ce n'est pas la même affaire. L'histoire médicamenteuse doit nous rajouter par-dessus la liste la relation que notre patient a avec ces pilules-là, comment il réussit à les prendre. Il faut idéalement débuter la thérapie à l'hôpital. Si on la débute en bureau, il faut voir qu'il y a un délai qui est plus long, puis il faut titrer rapidement, il faut se donner un plan de travail. Questionner l'observance à chaque visite et valider avec des méthodes complémentaires pour s'assurer
d'atteindre les objectifs thérapeutiques parce que c'est ça qui va convaincre le patient qu'on ne tourne pas en rond et qu'on s'en va quelque part ensemble. Tout en sachant qu'une meilleure observance améliore l'état de santé de nos patients, réduit nos coûts de santé. Une ordonnance de départ complète est un outil important. En fait, toute ordonnance doit être claire. L'instruction qu'on met sur une ordonnance, ça permet à tout le monde de se solidariser, de se synchroniser en synergie pour supporter nos patients et ça réduit les hospitalisations. Alors, j'espère que je vous ai fourni un coffre à outils qui va être utile et aidant pour vous et vos patients. Bonne chance.